on est parti. Je laisse les derniers s'installer à nouveau. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ravi d'être là aujourd'hui pour cette conférence. Merci à Jean-Louis Gégou d'être là avec nous pour nous exposer tout ça sur cette nouvelle conférence sur l'expertise contradictoire. Vous en saurez plus dans quelques minutes. Comme vous le savez, on est connecté sur toutes les régions de la CEA, donc plusieurs régions nous écoutent et pourront nous poser des questions. On va en parler tout à l'heure. Je regarde si j'en ai pas qui arrivent en même temps. Non, je pense que tout est connecté, j'espère en tout cas. Donc, pardon ? Pas de son. Ah. Une région n'a pas de son, mais je ne sais pas laquelle c'est. On prend son temps, on est entre nous de toute façon, mais c'est Clermont. Apparemment, Clermont n'a pas de son. C'est bon, Clermont a du son. Allez, bienvenue à tous à nouveau. Je vous propose qu'on démarre. Donc, expertise contradictoire, la nouvelle convention. Comme je vous le disais, c'est les différentes régions de la CEA avec les présidents, vice-présidents qui sont indiqués. Évidemment, l'Outre-mer est avec nous également. Donc, c'est parfait. Ce qui est important, c'est qu'on pourra poser des questions en direct, donc éventuellement dans la salle, mais de façon plus simple. Si vous m'envoyez des questions par mail ou via votre smartphone, ça sera plus facile pour moi à gérer et à transmettre à Jean-Louis. Donc il y aura différentes possibilités, soit via un QR code, soit via un lien qui est www.cealive2024.fr-questions. Donc c'est les moyens de vous connecter. Je vous mets le logo. S'il y en a qui veulent le flasher individuellement, vous pouvez le flasher. Comme ça, vous pourrez poser vos questions. Je vous laisse faire. On prend quelques minutes. Est-ce que ça marche? Ouais. Je m'écarte, il paraît que je suis gêné pour le logo. Il y a Ludovic Lemonnier qui me disait qu'il n'avait pas de son. J'espère que ça fonctionne maintenant pour lui. Je ne vois pas. C'est bon pour le QR code, ça marche? Vous avez réussi? Eh bien, je pense qu'on va... Donc, quand vous avez le QR code, normalement, vous arrivez sur ça. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre votre nom, votre région, et puis après, vous pourrez poser vos questions. Et moi, elles m'apparaîtront sur mon ordinateur et je pourrai les retransmettre à Jean-Louis. Tout est bon? On peut démarrer en salle? C'est parfait pour vous? Allez, eh ben Jean-Louis, je te laisse la parole. Bonjour mesdames ou rebonjour, bonjour messieurs ou rebonjour. Ceux d'ici, je vous ai presque tous vus. Ceux qui sont plus loin de nous, je les salue également pour démarrer cette conférence sur la nouvelle convention d'expertise amiable contradictoire. Donc préalablement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais juste faire un petit détour sur l'aspect contradictoire. Bon, l'aspect contradictoire, c'est un principe général de droit. Et dans toutes les démocraties, il permet aux partis qui sont en conflit de pouvoir échanger, présenter leurs documents, présenter leur point de vue. Alors, ce n'est pas juste un vœu pieux qui figure comme ça dans les pratiques, c'est aussi expressément indiqué dans le nouveau code de procédure civile. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je vous renvoie à l'article 16 qui oblige le juge à veiller à ce que les parties et lui-même respectent le principe du contradictoire. Donc c'est quelque chose qui est important et la jurisprudence, même si l'article du Code de procédure civile que je viens de vous citer ne vise que le juge, la jurisprudence a étiré, entre guillemets, les contours de ce principe aux différentes parties prenantes lors d'une instance. Ainsi, par exemple, les techniciens et ou les experts judiciaires doivent rigoureusement respecter ce principe du contradictoire afin que les intérêts des parties concernées soient préservés. Donc l'expertise amiable là-dedans n'échappe pas à cette règle. La jurisprudence y veille également. Ainsi, il ne suffit pas d'être un brillant expert technique, il ne suffit pas non plus de respecter les règles, par exemple, du code de déontologie pour que l'efficacité de l'expertise soit nécessairement au rendez-vous.
Pourquoi? Parce que je serais presque tenté de dire que l'inopposabilité est la règle et que l'opposabilité est l'exception. Donc il vous faut, lors des opérations d'expertise, veiller au respect du contradictoire afin que cette opposabilité soit respectée. Alors dans ce but, les assureurs ont apporté des solutions pragmatiques, dans le cadre notamment de solutions conventionnelles, qui permettent d'adopter des règles communes de gestion de sinistres et d'uniformiser les règles et pratiques en matière d'expertise. Depuis quelques années, plusieurs textes se sont succédés à cet effet, et le texte conventionnel que l'on va évoquer aujourd'hui n'est en fait que le fruit de constats ou d'évolutions qui sont intervenus depuis la mise en œuvre de ces premières conventions sur l'expertise amiable contradictoire, avec toujours des objectifs communs, mais aussi des aspects nouveaux. Les objectifs communs, vous ne serez pas surpris, c'est de gagner en efficacité, d'assurer également le meilleur service possible aux assurés dans le cadre de dossiers gérés contradictoirement par des experts. C'est aussi, notamment par cette nouvelle version de la Convention, introduire les évolutions techniques. Il y a quelques années, on ne parlait que très peu de visio-expertise. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et bien, la visio-expertise est largement intégrée dans ce nouveau dispositif conventionnel. Et puis, c'est aussi une réponse apportée à quelques difficultés pratiques qui, bien que des conventions existent précédemment, n'étaient pas forcément gommées par les usages. Bon, je ne vais pas revenir longuement sur le passage en décalé. Dans certaines régions, certains en ont fait un sport national et ça a prodigieusement agacé certains assureurs. À tort ou à raison, l'objectif n'est pas de rentrer dans la polémique naturellement, mais la nouvelle convention vise également à gommer les effets négatifs que peuvent induire les passages en décalé avec oui, promis juré, je t'enverrai le PV et puis on l'attend toujours. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du recours? On n'a pas le PV du confrère à qui je l'ai adressé. Donc, on a essayé, les rédacteurs de la convention nouvelle ont essayé d'introduire des évolutions technologiques et de gommer les aspérités du passé. En clair, le seul objectif, c'est de gagner en opposabilité lors des opérations d'expertise. Donc après ce petit propos introductif, je vous propose qu'on évoque la convention par elle-même. Alors on va suivre quelque chose de très classique. Vous allez recevoir des missions, vous allez organiser des rendez-vous, vous allez avoir des demandes de report. On va suivre ça de façon très chronologique et peut-être qu'en préambule, par rapport au texte conventionnel, il est important de souligner qu'aujourd'hui, la convention a été publiée, vous le savez, en début d'année 2024, avec un top départ très prochain, puisque les sinistres déclarés aux assureurs dommages à compter du 1er juin 2024 tomberont sous le coup de cette nouvelle convention. Parallèlement, un groupe de travail a œuvré au sein de la FSE pour essayer de clarifier un certain nombre de points, pour essayer d'apporter un certain nombre de solutions à des questions qui pouvaient être en suspens. Et ce que l'on peut dire, c'est que ce travail a abouti à des prises de position. Et très dernièrement, puisque je crois que ça date officiellement de vendredi, la FSE a demandé ou va solliciter France Assureur pour demander un report d'application de la convention. Alors, ne nous réjouissons pas trop vite. Alors, il y aura peut-être des gens enchantés, il y aura peut-être des gens un peu déçus. La convention va trouver application. Maintenant, est-ce qu'on va avoir une information que je n'ai pas aujourd'hui, que vous n'avez pas non plus, dans les quelques jours à venir, qui soit confirmera le top départ comme initialement prévu, soit au contraire, peut-être différera l'intégralité de la mise en œuvre de la convention, ou certains, pour le moins, de ces aspects. Donc on est sur quelque chose qui devrait démarrer sans encombre la semaine prochaine. Pour autant, rien ne garantit aujourd'hui, en tout cas à l'instant où l'on parle, que ça se passera exactement comme ça, mais ça viendra. C'est ce qu'on peut se dire. C'est sûr qu'il risque d'avoir un petit flottement au démarrage. La FSE va écrire ce courrier, mais elle l'a pas encore fait à ce jour. Donc du temps qu'il y ait la réponse des assureurs, il risque d'avoir un petit flottement. Nous, d'après les textes, c'est démarrage au 1er juin. Donc on va faire comme si ça démarrait au 1er juin. Et donc je vais rentrer dans le vif du sujet dès à présent. Alors si vous avez reçu cette convention, normalement, vous l'avez probablement déjà examinée. Peut-être avez-vous suivi au sein de vos différentes organisations des formations sur le sujet. Vous avez pu donc constater qu'elle se composait de façon assez peu originale d'un certain nombre de documents. La convention par elle-même, qui est agrémentée d'un règlement d'application pratique. C'est-à-dire que sur certains aspects, il a été jugé nécessaire d'apporter des précisions en parallèle du dispositif conventionnel lui-même. On a par la suite des annexes, alors certaines, vous les connaissez fort bien, mais elles ont pu évoluer dans leur contenu.
Les annexes principales sont la convocation à expertise, que vous connaissez naturellement, le PV d'expertise, qui évolue dans son contenu, le PV d'expertise lorsque l'on est en présence d'un incendie impliquant des véhicules terrestres à moteur, qui existait déjà, mais qui fait l'objet de quelques évolutions, un protocole de tierce expertise. On parlait dans la version précédente de tierce expertise, mais de façon très modeste, de façon très timide. Dans la convention nouvelle, on y fait une place relativement conséquente. Et puis, on a effectivement un aspect très nouveau concernant les actions en remboursement ou en contribution. Vous vous rappelez sans doute que dans les anciennes dispositions conventionnelles sur ces sujets-là, on faisait état de concertation. Et il était nécessaire que les experts, au-delà d'un certain montant, organisent une concertation sans qu'on ait défini le contenu de la concertation. Donc chacun avait sa vision de la concertation. Si, je l'ai concerté, je lui ai envoyé un SMS. Si, je l'ai rencontré sur un dossier, je lui en ai parlé. D'autres, au contraire, formalisaient de façon beaucoup plus marquée. Au moins, aujourd'hui, on sait à quoi s'en tenir sur les règles à tenir en matière de concertation, notamment en cas d'action en contribution ou d'action en remboursement. Et puis, on a complété, par rapport à ce qui existait précédemment, et c'est une nouveauté également, par un guide de remplissage dont on parlera le moment venu. Donc, comme je vous l'ai dit, le top départ officiel, aujourd'hui, à l'instant où l'on parle, vise les sinistres déclarés aux assureurs dommages à compter du 1er juin 2024. Alors, évidemment, sur un aspect très pratique, l'assuré qui déclare son dossier à son assureur dommage le 28 mai et vous recevez la mission le 5 juin, vous en concluez qu'il est traité à l'ancienne. Alors que le même assuré qui déclarerait le voisin son sinistre le 28 mai le déclarerait le 4 juin à son assureur, vous devriez le traiter avec la nouvelle convention. Donc il va falloir être un petit peu ambidextre au départ pour être en mesure de traiter et les dossiers comme vous le faites aujourd'hui pour ceux qui font l'objet d'une déclaration avant le 1er juin, mais également pour ceux qui font la déclaration après, qui sont déclarés après le 1er juin, la capacité à les traiter avec le nouveau champ conventionnel avec des différences assez notables. Si vous avez des questions, enfin Olivier, s'il y en a, tu n'hésites pas, pour peu que je puisse y répondre. Bien sûr, je les reprendrai au fur et à mesure. D'accord. Manifestement, des personnes de la FSE nous écoutent, vu que je viens de recevoir un mail à l'instant, pour dire qu'il va y avoir une position finalement, je lis en direct, hein, une position de la FSE qui va écrire finalement aux assureurs, hein, a priori, donc les réseaux sont en train de se mettre d'accord. L'idée, c'est effectivement de pouvoir décaler, en tout cas l'article 3.2, tu nous diras de quoi il s'agit précisément, à compter et pour toutes les convocations émises à effet du 1er septembre 2024. Donc ça serait uniquement cet article qui serait concerné par le décalage au 1er septembre 2024. Donc ça veut dire que l'essentiel de la Convention serait applicable, au regard de ce que vient de nous dire Olivier, à l'exception de quelques aspects que l'on évoquera tout à l'heure. Donc on pourrait se demander pourquoi, quelle bonne idée, ou quelle mouche les a piqués, pourquoi modifier ce champ conventionnel qui existe aujourd'hui depuis un certain temps. La version précédente, vous vous rappelez de quelle année elle était ? 2008. 2018, pardon. Non, 2008. Et on faisait état à l'époque d'un formalisme plus rigoureux pour rendre l'efficacité de l'expertise plus à même. On ne peut pas dire que la cible ait été nécessairement atteinte à tous les coups. Et donc voilà pourquoi les assureurs ont, via le GCA, Gestion des conventions d'assurance, un organisme qui gère pour le compte des assureurs les conventions d'assurance, nous a exposé au mois de décembre les 4 objectifs principaux attachés à cette nouvelle convention. Donc, quand on les prend les uns après les autres, ça tombe sous le sens. Rationaliser le recours à l'expertise, c'est plutôt une bonne idée, ce n'est pas une fausse bonne idée. Augmenter le volume d'expertise réalisable. Alors, vous pourriez vous étonner en disant, mais comment, en changeant ce dispositif, on va accroître le nombre d'expertises ? Eh bien, dès l'instant où on opère, par exemple, la visio-expertise, eh bien, on est normalement censé gagner un petit peu de temps et peut-être en faire davantage. Améliorer l'exploitation des opérations d'expertise, donc là c'est gagner en efficacité. Et puis à chaque fois qu'une convention évolue, on n'oublie pas que l'assuré est partie prenante en quelque sorte, même s'il n'est pas signataire, mais qu'il doit être bénéficiaire quelque part, notamment en termes de délai pour cette convention, des dispositions qui sont arrêtées. Voilà les 4 raisons officielles qui ont conduit
l'organisme gestion des conventions d'assurance à faire évoluer le dispositif, après y avoir associé naturellement des assureurs, pas tous les assureurs, je crois qu'il y avait à peu près 8 assureurs qui ont vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. J'en étais quand, dans ma vie antérieure, j'étais dans une société d'assurance, j'ai contribué et participé à quelques groupes de travail, mais j'ai changé de maison, voilà plus d'un an, enfin voilà un an, donc je n'ai pas bénéficié des derniers rebondissements concernant cette affaire. Alors, tout n'est pas à oublier. Ce que vous savez, ce que vous pratiquez, doit être pour bonne partie conservé. Ainsi, on peut évoquer des constantes sur le plan de l'expertise. On est toujours sur, une logique de porter appréciation sur des constatations techniques et factuelles. C'est déjà le cas dans la convention d'aujourd'hui. Demain, on a exactement le même objectif afin que les assureurs puissent, par l'opposabilité dont on a parlé en propos introductif, se présenter des recours sur la base de constatations techniques et factuelles. On n'est pas à ce stade sur oui, la garantie est acquise, oui, la responsabilité du plombier est engagée. Ça ne fait pas partie du domaine de l'expertise contradictoire. Ça ne vous empêche pas, naturellement, dans le rapport d'expertise que vous produisez, d'évoquer ces aspects-là. Mais en tout cas, dans les rapports contradictoires que vous avez avec votre confrère sur place ou avec vos confrères, il n'est pas question de parler, comme autrefois, des garanties ou des responsabilités. Alors, cette convention d'expertise vise les situations où un assureur dommage va indemniser, dans le cadre d'une garantie contractuelle, son assuré et bénéficier, sur le plan du principe, d'un recours qu'il pense bien fondé auprès d'un notaire. Donc, lorsque l'on est en protection juridique, par exemple, et que l'assureur qui vous sollicite pour mener à bien les opérations, vous n'appliquez pas cette convention. Elle ne s'applique pas parce que le prérequis, c'est que j'intervienne en dommage. D'accord ? Elle ne s'appliquera pas comme la version précédente pour les situations où une convention spécifique, une convention spéciale s'applique. On peut citer, et on l'avait déjà dans l'ancien champ conventionnel, la CRAC, la convention construction. La convention, lorsque l'on est en sécheresse et qu'on est avec un bâtiment qui a moins de 10 ans, qui fait l'objet d'une garantie dommage-ouvrage, il existe une convention, elle n'est pas affectée par cette nouvelle convention. De même, si demain survenait une catastrophe technologique, il existe un dispositif législatif spécifique qui s'appliquerait prioritairement à cette convention. Et enfin, lorsque l'on est sur le domaine de l'assurance automobile et qu'un véhicule est endommagé, on a la convention IRSA qui est prioritaire et cette convention n'a pas a priori vocation à s'appliquer. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une nouveauté concernant les actions en contribution et en remboursement, dont on parlera le moment venu, notamment puisqu'on a clarifié la notion de concertation, comme je vous l'ai dit précédemment. Si vous interrogez sur le périmètre géographique, ne vous posez pas de questions, c'est le même qu'avant. Donc vous voyez qu'on est plutôt là sur un copier-coller de ce que l'on avait sur le plan des principes généraux précédemment dans le texte conventionnel. La convocation à expertise. Quelques nouveautés, mais aussi des constantes. Alors, premièrement, on doit, dès le début des opérations d'expertise, autant que faire se peut, convoquer toutes les personnes dont la responsabilité est supposée engagée. Donc, on évite de saucissonner des opérations d'expertise et lorsque plusieurs auteurs vous apparaissent devoir être mis en cause, on les convoque dès la première réunion d'expertise. Comme précédemment, il est demandé que lors de cette convocation, il y ait un effort de réaliser pour essayer d'obtenir les coordonnées d'assureurs des personnes concernées. Alors parfois c'est très simple, on a un joli constat amiable des dégâts des eaux, un joli constat amiable automobile, donc c'est facile. Parfois c'est un petit peu plus vide de sens sur ce sujet-là, et il appartient aux personnes qui lancent les rendez-vous d'expertise contradictoire sur le plan du principe, comme l'évoque la Convention, de tout mettre en œuvre pour se faire communiquer les coordonnées d'assurance de l'éventuel responsable. En ce qui concerne la convocation au responsable, on reste sur le même principe que précédemment. Le responsable est à convoquer, enfin le responsable, celui que l'on considère comme responsable, il ne faut pas aller trop vite, doit être convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. On ne convoque pas un auteur par mail, on ne convoque pas un auteur par lettre recommandée électronique, on le convoque à l'ancienne par lettre recommandée avec accusé de réception, sans aucune différence avec ce qui se fait aujourd'hui. La différence se situe au niveau de l'assureur de ce potentiel responsable.
L'assureur de ce potentiel responsable peut être convoqué sur le plan du principe, en reprenant le texte conventionnel, par deux moyens. Vous choisissez l'un ou l'autre. On ne fait pas les deux, on ne double pas. Donc le premier moyen, et c'est une nouveauté, c'est de convoquer l'assureur de celui dont on entend rechercher la responsabilité par mail avec accusé de réception. D'accord? Donc c'est simple sur le plan du principe. C'est beaucoup plus compliqué quand on le décline. C'est quoi un accusé de réception? Qui génère l'accusé de réception? Est-ce le groupement qui génère la convocation qui doit s'assurer qu'il y a un accusé de réception? Ou est-ce que c'est l'assureur qui reçoit la convocation qui doit gérer en automatique un flux exploitable par celui qui a adressé la lettre recommandée avec accusé de réception? Alors ça paraît simple comme ça, c'est très binaire, mais ça n'est pas simple. Et comme ça n'est pas simple, vous pouvez voir dans la petite bulle à droite en bas que par note de la semaine dernière, semaine dernière ou semaine d'avant, le 17 mai, GCA a dit la convocation de l'assureur par mail avec accusé de réception est suspendue, ouvrez les guillemets, jusqu'à nouvel ordre. Alors, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle, puisque l'option de convoquer l'assureur X par mail avec accusé de réception paraît être une bonne idée, mais la déclinaison pratique concernant l'accusé de réception n'est pas aussi simple que ça. Ça viendra un jour, mais ça n'est pas à l'ordre du jour pour l'heure. Donc, on n'a plus qu'un seul moyen, comme par le passé, qui est de convoquer l'assureur par lettre commandée avec accusé de réception, sans aucune distinction entre est-ce que je convoque au siège social, est-ce que le courtier est admis comme récipiendaire de la lettre recommandée, est-ce que l'agent, oui, tous ces gens-là, comme par le passé, sont réputés avoir reçu la lettre recommandée avec accusé de réception si elle leur est adressée. Donc, au regard de ce que je viens de vous dire, compte tenu de l'effet différé de la convocation par mail avec accusé de réception, il n'y a donc finalement aucune différence à partir de la semaine prochaine. Il y en aura une le jour où le jusqu'à nouvel ordre tombera et où l'on vous dira vous pouvez désormais utiliser le mail avec accusé de réception pour convoquer l'assureur. Jean-Louis, oui. je t'interromps. J'ai deux questions qui arrivent. Une de Julien. Bonjour, existe-t-il une liste des adresses mail des assureurs pour envoyer les convocations? Il va être patient et on va en parler. Oui, elle existe. Je vous en parlerai tout à l'heure. Ok. Tu vas peut-être nous en parler également. Lorsque la garantie dommage ne s'applique finalement pas, la convention s'applique-t-elle? Je crois avoir dit non tout à l'heure, puisque je vous ai dit qu'il faut qu'il y ait une garantie dommage qui était un prérequis à la mise en œuvre de la Convention. Et je vous ai dit, je crois, qu'en protection juridique, par exemple, il n'y avait pas application du dispositif conventionnel. Autre question de Pierre. Ne faudrait-il pas que les assureurs fassent une adresse unique comme pour le REC? On va patienter, et c'est une bonne idée, mais on va patienter et on va en parler tout à l'heure. Ok, et encore une dernière question, après je te laisse poursuivre, de Davy. Les modalités de tout mettre en œuvre pour se faire communiquer les coordonnées d'assurance des tiers sont-elles précisées? Elles sont non précisées comme par le passé. Juste pour info comme ça, il y a une compagnie d'assurance un jour qui a fait l'objet d'un recours, qui n'avait pas été convoqué et qui, au moment où le recours lui a été présenté, a exigé de celui qui avait convoqué de faire la preuve qu'il avait tout mis en œuvre pour se faire communiquer les coordonnées d'assurance. Et la commission d'arbitrage avait dit on ne demande pas à ce qu'il y ait un huissier devant la personne qui envoie les convocations pour savoir si elle a fait ou pas. Et donc cet assureur avait été débouté. Mais bon, ça sous-tend quand même qu'il est important, c'est autant de temps de gagner que d'essayer d'obtenir les coordonnées lors de la convocation, plutôt que de lancer la convocation juste à l'auteur et puis attendre que ça se passe et on verra ce qui peut se passer, notamment des reports dont on pourrait faire l'économie si on passait 5 minutes peut-être à essayer d'obtenir par téléphone, par courrier, par mail, sans que le dossier prenne pour autant du retard. Il n'est pas question d'envoyer un courrier au tiers en disant « je vous laisse 3 semaines pour me dire où vous êtes assuré ». On ne peut pas se permettre de faire ça. Par contre, si on a un mail, si on a un SMS, si on a un téléphone, à mon avis, il paraît difficile, même si la Convention ne donne pas les contours de ce que l'on attend en la matière, de ne pas mettre en œuvre cette démarche. C'est plutôt à votre bénéfice, entre guillemets, c'est-à-dire l'efficacité de l'expertise. Si on a pris un petit peu de temps lors de la convocation, ce sera autant de temps de gagner pour des reports évités, par exemple. On peut poursuivre? Alors, on y va. Donc là, vous avez les modèles de convocation, on ne va pas les reprendre dans leur intégralité. Vous avez sur la partie gauche la convocation adressée à l'éventuel responsable.
Finalement, en termes de contenu, elle est assez peu différente. Elle est remaniée, mais elle est assez peu différente de ce que vous connaissez. J'ai surligné quand même la partie en jaune en bas, si vous arrivez à lire. Nous vous invitons à transmettre la présence de toute urgence à votre assureur. Ce n'est pas original, hein, ça existait précédemment. Par contre, vous voyez, et nous transmettre ces coordonnées au plus tard 48 heures avant l'expertise. Donc ça, c'est un aspect nouveau. Et il faudra en faire quelque chose. Si l'assuré vous transmet les coordonnées avant l'expertise, alors que vous ne les avez pas, il faudra en faire quelque chose, on verra tout à l'heure. Donc, une convocation au tiers, finalement, assez semblable à ce que vous connaissez, avec néanmoins le rappel qu'il est indispensable de toute urgence de transmettre à son assureur et de nous transmettre les coordonnées au plus tard 48 heures avant l'expertise. La convocation à l'assureur du prétendu responsable figure sur la partie droite. Pas de grande originalité, j'ai souligné les points essentiels qui n'existaient pas précédemment. Vous avez un premier point surligné en vert, l'enjeu du sinistre serait de. On estime qu'il est important, lorsqu'une convocation est adressée, qu'on puisse positionner l'enjeu du sinistre quand on est en capacité de le faire. À l'impossible, nul n'étant tenu, évidemment. Mais on sait plutôt c'est un sinistre qui va être à moins de 5 000, 10 à 15 000, plus de 50 000. On a quand même normalement quelques éléments communiqués par l'assureur ou l'assuré permettant de donner. Il n'y a pas d'engagement, on peut se tromper, hein, mais il n'y a pas d'engagement contractuel par rapport à tu m'avais dit que c'était 5 000, c'est 6 500, il y a un truc qui ne va pas. Non, avant l'expertise, c'est compliqué que d'affirmer quel sera le montant précis. Et puis, vous voyez qu'il y a le deuxième point surligné, c'est celui qui souligne que une visio-expertise est possible. Et vous voyez que c'est l'assureur dommage qui écrit à l'assureur RC en lui disant nous vous invitons à participer aux opérations ou assister aux opérations d'expertise en visio. Et dans ce cas, nous transmettre le lien informatique et les modalités de connexion. Donc vous êtes l'assureur dommage, vous convoquez un assureur RC et quand on prend le texte conventionnel, l'assureur RC va vous dire je ne viens pas, on fait une visio, voilà le lien qu'il faut utiliser pour la visio. Donc les membres de la FSE ont considéré que ce n'était pas forcément la bonne tactique, la bonne technique, et donc ont opté pour un autre dispositif. Notamment, ils ont souligné qu'ils préféraient que ce soit l'expert dommage qui transmette la convocation aux assureurs plutôt que l'inverse. C'est-à-dire que vous allez dans la convocation mettre un lien visio et l'assureur en face et son expert l'utiliseront s'ils veulent venir, participer en visio ou ne l'utiliseront pas s'ils préfèrent venir sur place. Donc ça, c'est un point qui est l'inverse de ce qui est dans la Convention. Alors, lors d'une réunion qui est intervenue le 17 mai, je crois, entre les assureurs et les membres de la FSE, ce point a été exposé et la FSE, la France Assureur a précisé que si toutes les sociétés d'expertise étaient d'accord pour que le lien soit adressé par l'assureur dommage plutôt que par l'assureur RC, ça ne leur posait pas de souci de principe, donc ça c'est plutôt bien. Toutefois, il leur fallait soumettre l'idée aux assureurs. Je vois vraiment mal pour quelles raisons, mais peut-être que je l'ignore, mais je vois mal pour quelles raisons les assureurs s'opposeraient à ce que le lien visio parte depuis la convocation de l'assureur dommage. Alors, oui. J'ai quelques petites questions qui me reviennent et vu que j'ai plusieurs personnes qui parlent de cela, je t'interromps, je suis désolé. C'est les 48 heures en fait. J'ai des questions concernant la convocation que tu montrais tout à l'heure. La première de Nicolas Lemeur, Rhône-Alpes. Pourquoi au plus tard 48 heures et non pas au plus tard 7 jours par exemple? Je fais exprès, pourquoi 7 jours et pourquoi pas 10? Il fallait que l'on prenne une mesure. On s'est dit, l'objectif n'est quand même pas de désorganiser les opérations d'expertise, hein. Donc, effectivement, avoir un petit peu plus de temps, ça laisse un petit peu plus de mou. On a considéré que si on était informé avant l'expertise par celui qui avait été convoqué, on pouvait en faire quelque chose jusqu'à 2 jours avant l'expertise. Alors pourquoi 48, pourquoi pas 72, pourquoi pas 5 jours, je ne sais pas. Il fallait à un instant T prendre une décision, une position, elle a été prise sur ce délai qui est court quand on est comme ça face à lui. On regardera comment ça marche de façon effective tout à l'heure. Oui. Encore toujours sur les 48 heures, une question de Maxime Muller, PACA. La notion des 48 heures avant expertise pour communiquer les coordonnées d'assurance est-elle mise en suspens du fait de l'arrêt des convocations par mail?
Je ne pense pas. Enfin, alors, c'est mon avis, là, maintenant, à l'instant où je Oui. parle, je ne pense pas que ça contrarie cette disposition-là. D'accord. Dernière question sur le sujet de Nicolas Forêt, Rhône-Alpes. Info assureur à communiquer 48 heures avant. Quid si l'info est donnée le jour de l'expertise? On met en place une nouvelle expertise? Alors, conventionnellement, non, on y viendra tout à l'heure parce qu'on sera sur l'expertise. Là, je convoque, je laisse le temps à celui qui a été convoqué de me communiquer les coordonnées de son assureur. Après, il les communique avant ou pendant, on verra quel est l'impact. D'accord. Et là, j'ai une autre question, mais que je retiens pour plus tard, de Florian Putier. Donc, je vais récupérer les questions, on les mettra au fur et à mesure s'il y D'accord, en a qui ne sont pas tout à fait sur le sujet, d'accord. mais je la poserai. Donc, dans le groupe de travail FSE, il a été souligné qu'il était important que l'enjeu du sinistre soit bien imprimé, entre guillemets, au niveau de la convocation pour que l'assureur RC et ou son expert puissent prendre position. Il a été préconisé par la FSE, donc là, ce n'est pas une demande des assureurs, hein. La FSE a souhaité que les coordonnées téléphoniques et le mail de l'expert soient intégrés dans la convocation. Alors attention, pas la convocation adressée à l'auteur, la convocation adressée à son assureur, sauf à ce que vous vouliez communiquer votre mail à Madame Michu qui a arrosé votre assuré. Ce n'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est de communiquer à son assureur, lorsque vous avez les coordonnées et qu'un courrier recommandé lui est adressé, eh bien vous mentionniez vos coordonnées. Et puis, la FSE a souhaité intégrer un QR code discret qui va, quand je dis discret, il n'est pas, on n'écrit pas en gros bienvenue, vous pouvez vous connecter, parce qu'on ne sait pas si on fait ça, qui va se connecter, parce qu'un QR code est utilisable par celui qui va le flasher. Donc là, on dit discret, c'est-à-dire qu'on fait assez peu de pub dessus. Il y a sur la convocation un QR code et après, vous êtes les seuls à savoir à quoi il sert. Et donc ce QR code, eh bien, il est le fameux lien Visio, dont on a parlé tout à l'heure, qui va être plutôt lancé par l'assureur dommage et non pas attendre que ce soit l'assureur RC qui en communique le moyen. Il apparaît opportun également pour les membres de la FSE, si possible, que la durée prévisible de l'expertise soit indiquée. Alors là aussi, ce n'est pas un engagement contractuel. On ne va pas s'embarquer en disant c'est 45 minutes et puis à la 46e minute, oh, bah, tu m'avais dit 45, je m'en vais. Ce n'est pas le sens de la démarche. Le sens de la démarche, c'est d'être plutôt aidant pour celui qui va recevoir la convocation en disant bon, on me dit qu'il y en a pour 150 000 euros et on me dit que l'expertise va durer 3 heures, ce n'est pas totalement incohérent. Au contraire, on me dit que c'est un dossier à 6 000 euros en dégâts des eaux et qu'en 45 minutes ou 1 heure, ça devrait bien se passer. Donc, c'est quand même une indication qui doit vous permettre aussi, lorsque vous recevez des convocations, eh bien, d'y voir un petit peu clair et pas être dans un tunnel en disant je sais quand je rentre, mais je ne sais pas à quelle heure je sors. Enfin, si le mail, alors c'est pas si le mail est utilisé, c'est lorsque, maintenant il faudrait préciser, lorsque le mail sera utilisé, la convocation sera transmise en pièce jointe au format PDF. Normalement, le texte conventionnel dit quand je convoque par mail, c'est du texte brut dans le mail. Et les membres de la FSE, fort justement, ont souligné que si on veut intégrer un QR code dans la convocation, on ne peut pas l'intégrer dans un mail brut. Il faudra donc mettre en pièce jointe d'un mail la convocation, agrémentée du QR code permettant à celui qui voudrait bénéficier, suivre l'expertise en visio, d'y participer par ce moyen. Alors, la liste des adresses mail, Olivier. Alors, il existe une annexe 5 à la Convention qui va être constituée des adresses mail que les assureurs vont avoir remontées à France Assureur et à GCA. C'est-à-dire que GCA a sollicité les différents assureurs en leur disant les convocations à expertise, vous voulez qu'elles arrivent où? L'objectif étant une adresse unique. Ça existe déjà pour les rapports d'expertise pour compte commun en matière d'IRSI. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'existe pas. Ça ne sera pas forcément la même adresse. Enfin, ça ne devrait pas être la même adresse. Mais il y a bien une liste des adresses mail qui sera utilisable pour chaque assureur et qui sera communiquée. Alors, la liste est en cours de constitution. D'après ce que j'avais noté, elle devait être disponible le 15 mai. Elle ne l'est pas aujourd'hui. Donc, ça viendra. GCA ayant souligné qu'il appartenait aux assureurs de les communiquer aux experts. Ça aurait été tellement plus simple de communiquer la liste à la CEA, par exemple, et qu'on vous la transmette. Bien là, on dit c'est les assureurs. Donc, si vous travaillez pour 5 mandants, vous allez recevoir 5 listes, ce qui sert strictement à rien. Mais c'est le choix qui a été fait. Bon, bien entendu, l'impact du report des convocations par mail avec accusé de réception diffère tout ce que l'on dit sur ce sujet-là, naturellement.
Donc, on peut ajouter sur ce sujet-là, c'est un seul mail par convocation et par partie convoquée. L'objet du mail est strictement normé. Objet, on va voir sur la diapo d'après, qu'est-ce qu'on met dans l'objet. C'est pas chacun met ce qu'il veut comme il l'entend, il y a une norme. La convocation contenant les mentions de l'annexe 1 figure dans le corps du mail au format du texte brut. Ça, c'est la demande express de la convention. Mais comme je vous l'ai dit, puisqu'on intègre un QR code, il faudra mettre cette convocation par mail en pièce jointe. Le mail prévoit un accusé de réception et l'adresse émettrice doit permettre la réception des accusés de réception. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas un mail avec celui qui le reçoit lit no reply. Non, il faut que je puisse répondre pour que effectivement l'expéditeur ait la certitude que ce mail a été reçu. Par défaut, c'est aujourd'hui, la pratique vous conduit à exclusivement utiliser la lettre commandée avec accusé de réception, puisque comme vous le voyez dans la petite bulle en haut à droite, je l'ai déjà dit tout à l'heure, on a suspendu l'usage des convocations par mail avec accusé de réception, mais ça va venir très vite. Je pense qu'en quelques semaines, on devrait, pour peu que le report de la convention ne soit pas différé plus que nous l'avons vu tout à l'heure en termes de contenu, en tout cas, ça devrait venir relativement rapidement. Alors, lorsqu'on pourra utiliser le mail avec accusé de réception pour convoquer le ou les assureurs, la norme attendue dans l'objet, c'est-à-dire que toutes les sociétés d'expertise doivent utiliser la même norme, puisque comme ça arrive sur une boîte normalement unique d'un assureur, il faut bien que cette boîte elle puisse traiter et savoir ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas un rapport d'expertise pour compte commun, ce n'est pas une demande de renseignement, c'est bien en objet, convocation à expertise amiable, donc on l'écrit en toutes lettres dans l'objet. On met le nom de l'assuré convoqué, on ajoute les références sinistres de l'assureur, et on met à défaut le numéro de contrat si on n'a pas les références sinistres. Alors, si on a ni, ben on ne met rien. Et la FSE, le petit cadre rouge du bas, a souhaité que dans cet objet, on ajoute une mention après un double slash. Donc, il faut intégrer ça dans vos dispositifs. Un double slash qui permettra, après ce double slash, d'intégrer les références internes du cabinet d'expertise pour que le retour l'accusé de réception puisse être orienté vers le bon dossier et qu'il ne reste pas comme ça dans une boîte sans être traité. Donc voilà pourquoi le numéro de dossier de la société d'expertise sera utilement porté dans l'objet après un double slash. Jean-Louis, oui. Quelques questions l'une de Viviane, région Paris. Convocation de l'assureur RC, pourquoi un QR code et pas un simple lien? Le lien vers l'adresse de la vidéo est-il valable? Alors pourquoi? Parce que la FSE a décidé que l'utilisation d'un QR code paraissait la meilleure tactique, la meilleure technique. Parce qu'un lien, si on le recopie et qu'on oublie un slash ou qu'on oublie un P ou qu'on oublie, c'est pas très fiable et pas assurément efficace. Si on scanne un QR code, vous l'avez juste là expérimenté, ça marche normalement sans aucun encombre. Une autre question de Jérôme, région Sud. Est-ce que la convocation prévoit que l'expert missionné par l'assureur du tiers est obligation d'accuser réception et de confirmer sa présence à la convocation à l'expert convoquant? Alors, on y viendra tout à l'heure, il aura la réponse le moment venu. Je garde le cap sur le contenu pour ne pas me disperser, mais c'est une bonne question. Pour autant. Je la garde dans un coin, du coup. Une autre question d'Olivier, région Ouest. L'expert qui reçoit la convocation et souhaite y assister en visio, doit-il en informer son confrère? Ça ressemble à ce qu'on vient de dire. Ouais. Et là, pour l'instant, on a juste envoyé la convocation. On va voir après quelles sont les possibilités pour les différents acteurs. Ne pas venir en visio, participer en visio, participer sur le terrain. On va y venir, hein. Il n'y a pas de souci. Donc ça, je le garde dans un coin. Oui. Une autre question de Jérôme, de région Sud, à nouveau sur le délai de 48 heures. Donc le délai de 48 heures aura pour effet de perturber les agendas. À partir du moment où les coordonnées seront communiquées dans le délai de 48 heures, une nouvelle date doit-elle être refixée et dans quel délai? On y reviendra aussi, oui, mais la réponse est oui, oui. D'accord. Je te laisse poursuivre. Ouais. Alors la convocation elle-même, là on a vu quelle modalité j'utilise et maintenant on va se dire qu'est-ce que je mets dans ma convocation? Assez peu de changements, puisque l'expertise en termes de délai, c'est plus de 20 jours, ça existait déjà, on garde le cap, plus de 20 jours. 20, c'est pas plus de 20. D'accord? 21, c'est plus de 20. Donc, si j'envoie une convocation le 1er juin, eh bien, le rendez-vous ne peut pas intervenir avant le
22, on est tous d'accord. D'accord, c'est plus de 20 jours. La référence à 30 jours disparaît. Vous vous rappelez que précédemment, on disait la convocation doit prévoir un rendez-vous à plus de 20 jours, mais moins de 30 jours. Vous vous souvenez de ça? Il y a très très longtemps, pour les plus anciens, il n'y avait pas ce délai de 30 jours. Et à l'époque, les sociétés du GEMA, les mutuelles, n'adhéraient pas à cette convention parce qu'ils disaient ben non, on ne va pas promener nos assurés, nos sociétaires, pardon, avec des rendez-vous à 34 jours, 40 jours, 50 jours. Donc pour que tout le monde devienne signataire de la convention, les assureurs s'étaient entendus pour enfermer, entre guillemets, le délai du rendez-vous conventionnel entre 21 et 30 jours. Et donc les sociétés du GEMA avaient adhéré à la convention. Mais ça a eu un effet de bord un peu inattendu. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, un assureur a été convoqué à 32 jours, l'assureur RC n'y allait pas, et puis lorsque l'on lui présentait le recours, il disait « Ah, bah, tu n'as pas respecté le délai conventionnel qui est entre 20 et 30, tu m'as convoqué à 32, donc je conteste l'opposabilité de l'expertise ». Donc les assureurs qui ont joué à ça se sont fait débouter par la commission consultative et d'arbitrage. Et quand on a posé la question à GCA, GCA a dit c'est pour éviter cet effet de bord-là, en comptant sur la responsabilité des différents acteurs pour que les délais, vous avez des KPI que vous imposent, je suppose, ça existe encore, les assureurs sur les délais. Donc de toute façon, vous n'avez pas forcément trop le choix. Je ne pense pas qu'ils vous demandent d'organiser des contradictoires à 45 jours. Je pense qu'ils doivent pister X% de rendez-vous contradictoires à moins de 30 jours. Donc, ça n'est plus formalisé dans la convention. Et quand on a dit à GCA, c'est quand même dommage de l'avoir enlevé, ils nous ont expliqué le pourquoi. Je viens de vous restituer ce qu'ils nous ont dit. Mais l'objectif n'est pas un allongement des délais. Naturellement, en cas d'urgence, comme par le passé, dès l'instant où elle est motivée, il est important de la motiver, le délai de rendez-vous peut être raccourci. Il peut être réduit sans report. Là aussi, dans la convention version précédente, il était dit s'il y a un rendez-vous en urgence, il ne sera pas possible de reporter. Dans la nouvelle convention, il est dit vous pouvez organiser des rendez-vous en urgence, mais on n'a pas dit, on n'a pas écrit, les rédacteurs n'ont pas écrit, il est impossible de reporter. Mais quand on leur a dit c'est plus écrit, ils nous ont dit c'est comme si c'était écrit. D'accord? Donc on fait comme avant sur les reports. OK? Donc là, vous voyez assez peu de modifications à ce stade. Oui. Au niveau des délais qui sont évoqués dans le texte, c'est chaque fois des délais calendaires? Calendaire, oui. Alors, calendaire, c'est tous les jours du calendrier, dimanche férié compris. C'est-à-dire qu'on ne suspend pas le jour de Noël, il compte. Les dimanches comptent. Le 14 juillet compte. D'accord? C'est vraiment calendaire et pas les jours ouvrés, ouvrables, peu importe. Juste, basiquement, le calendrier. Et donc, pour la question de Pierre-Yves de la région Ouest, les 48 heures, pareil, c'est 48 heures, c'est calendaire? 48 heures, c'est 48 heures, c'est pas calendaire. Ouais. 48 heures, c'est 48 heures. D'accord. Donc, voilà pour la question. Et un autre point, parce que un autre point, effectivement, parce que j'ai beaucoup de questions qui arrivent finalement, donc je vais te laisser avancer, autrement on ne pourra pas tous les prendre. Donc évidemment, pour tous, on diffusera le support là au niveau du site de la CEA pour les membres de la CEA. Et puis sachez que ce webinaire est enregistré, donc il y aura possibilité de le revoir ensuite. Donc vous aurez un certain nombre de choses que vous pourrez revoir si des choses ne sont pas claires. Et si certaines questions ne peuvent être traitées, soit parce que je n'ai pas la réponse, je ne suis pas une encyclopédie de la Convention, on n'a pas encore utilisé, donc c'est un peu, pour certains points dans l'ombre, on pourra toujours les mémoriser et puis y travailler et vous faire une restitution sur les questions qui ont été posées et qui n'ont pas fait l'objet de réponse. Ça vous va? Vous avez le droit de me dire non. Hein. Parfait. Alors le report. Il y a un point que j'ai mis face au titre, c'est on compte. C'est pas on compte sur vous, ça c'est les Restos du Cœur. Nous, on compte sur la responsabilisation des acteurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que la possibilité de reporter les rendez-vous existe qu'on doit en faire une pratique quotidienne. C'est vraiment l'exception. Donc la demande de report, elle est possible, d'accord? Elle est possible une seule fois par dossier. Ce n'est pas une fois par autant d'acteurs que je mets en cause. Une fois le plombier, une fois le couvreur, une fois le voisin. Non, j'ai droit à un report unique par rendez-vous. On a quand même des assurés à servir. Donc quand on reporte, on ne les sert pas forcément bien en termes de délai. Donc on peut admettre le report, mais il doit n'intervenir qu'une seule fois. Donc la demande de report peut être formulée pour éviter un déplacement jusqu'à la veille. Alors, on pourrait dire, mais précédemment, il fallait demander le report dans les 10 jours de réception de l'accusé de la lettre commandée. Là, jusqu'à la veille,
vous avez votre interlocuteur qui peut vous dire eh bien, on va reporter l'expertise parce que je ne suis pas disponible. Ça peut être vu comme un élément de désorganisation. À l'inverse, on se dit, jusqu'à la veille, c'est peut-être mieux que d'aller sur place et d'entendre que l'assuré que vous avez recherché en responsabilité vous dit je n'ai pas prévenu mon assureur, et puis puisque vous ne l'avez pas prévenu, vous êtes assuré où? Et puisque vous me dites où vous êtes assuré, il va falloir que je refasse une convocation et que je revienne. On a voulu, les rédacteurs de la convention ont pensé qu'il était plus sage de partir sur cette option que de laisser la pratique que je viens de vous rappeler dans votre quotidien, avec quand même, n'oublions pas, la capacité de traiter en visio-expertise. C'est-à-dire qu'on peut admettre qu'un expert ne soit pas disponible, fatalement. Mais on peut aussi considérer que le fait de lui ouvrir la possibilité en responsabilité de traiter le dossier en visio-expertise, doit normalement rendre les choses un petit peu plus faciles. Je dirais un petit mot sur le sujet un petit peu plus tard. Si l'expert se sait indisponible, il n'attend pas la veille pour dire qu'il n'est pas là. Ça tombe là aussi sous le sens. C'est juste de la bienséance que de dire je suis convoqué pour le 17 juin, je ne suis pas disponible, j'en informe tout de suite mon contradicteur. Et puis, si je suis sollicité dans le cadre d'un report, je n'ai pas à juger de l'opportunité du report. Si je suis l'assureur dommage, je dois obligatoirement organiser une nouvelle réunion dans les 10 jours calendaires avec une nouvelle convocation. Ça ressemble assez furieusement à ce que l'on a aujourd'hui dans les pratiques. Il n'y a pas de grande modification. Il est souhaitable que les parties s'entendent sur la date du rendez-vous. Tant qu'à faire, lorsque vous avez un expert RC qui téléphone à votre cabinet en disant « je ne suis pas disponible le 8 juin après-midi, il faut un report », les personnes qui discutent sur le sujet peuvent essayer de trouver une date commune. Essayez. Si aucune date ne convient à l'expert RC, à un moment, c'est l'expert dommage qui décide. Donc, il convoque à une date à laquelle l'expert RC viendra ou fera venir un des collègues. Donc, le petit cadre rouge en bas, il est important. C'est une orientation FSE. Il est précisé que l'usage, il a été arrêté, que l'usage du report doit être le plus réduit possible. L'objectif n'est pas qu'on intègre des reports comme ça dans nos pratiques quotidiennes et qu'un rendez-vous sur 2 ou un rendez-vous sur 3 fasse l'objet d'un report. L'objectif, c'est que les expertises se tiennent le jour prévu, que la visio doit faciliter et que les sociétés d'expertise, vous le voyez, s'engagent à mettre en place une organisation permettant d'avoir un maximum de collaborateurs disponibles, soit pour traiter in situ, soit pour traiter sur place. Il n'est pas choquant, par exemple, que pour une expertise contradictoire qui se traitera à Lille, un expert de Montpellier du groupement considéré gère le dossier en visio-expertise parce que les gens du Nord sont indisponibles. Donc les sociétés d'expertise se sont organisées à s'orienter, à travailler dans ce sens. Donc lorsque l'on est effectivement à l'échelle d'un cabinet avec 4 collaborateurs qui sont tous pris ce jour-là, ça paraît compliqué, mais aujourd'hui, vous êtes, pour nombre d'entre vous, dans des sociétés d'expertise structurées où il est probablement quasi acquis que quelque part sur l'Hexagone, vous ayez un ou des confrères qui pourraient traiter d'expertise en visio. D'accord ? Donc le report existe, mais l'objectif n'est pas que... l'objectif est qu'il soit vraiment l'exception. Alors, on va répondre à un certain nombre de questions, Olivier, que tu as évoquées. Donc l'assureur de l'éventuel responsable, comme par le passé, il peut s'en remettre à l'expertise prévue. Ça existait déjà. Je suis convoqué, vous êtes mon expert habituel, vous m'avez convoqué, je vous sollicite, vous me dites qu'il y a un portillon et 2 mètres linéaires de murs de clôture. Je ne vais peut-être pas missionner un expert. Je veux dire, je m'en remets à tes opérations d'expertise. Ça existait déjà. Il faut simplement que, normalement, sur le plan du principe, j'informe l'assureur dommage et son expert sans qu'il me relance pour me dire alors, tu viens pas, tu t'en remets ou t'en remets pas. Vous avez autre chose à faire. Vous convoquez et c'est celui qui reçoit qui doit vous dire je m'en remets aux opérations d'expertise, qu'il s'agisse soit de l'assureur, soit son expert. Mais bon. Ça existait déjà, ça ne fonctionnait pas forcément exactement comme ça. Et puis là, on va arriver sur un aspect nouveau, c'est l'expert qui va intervenir pour le compte de l'assuré en RC va pouvoir choisir, entre guillemets, en fonction des critères qui lui seront imposés peut-être par le cahier des charges, par son assureur, soit d'intervenir in situ, comme aujourd'hui, soit d'intervenir en visio-expertise. Et ça, c'est véritablement un élément nouveau.
Dans le petit cadre rouge, comme tout à l'heure, vous avez les préconisations en la matière de la FSE. Donc la présence des experts sur le terrain reste à privilégier. On ne vous demande pas de changer de métier. Enfin, la FSE ne souhaite pas que vous changiez de métier et que vous deveniez des experts en chambre, entre guillemets. L'objectif est que vous restiez des hommes, des femmes, pardon, excusez-moi, et des hommes, c'est mieux dans cet ordre-là, des femmes et des hommes de terrain. On peut traiter de la visio-expertise, c'est un élément facilitant, mais l'objectif n'est pas de vous transformer en visio-expert. La visio ne doit être utilisée qu'en cas d'impossibilité pour l'expert RC de se rendre à la date et à l'heure du rendez-vous initialement programmé. Donc c'est bien l'expert dommage qui est le pilote de la réunion d'expertise et c'est l'outil de visio de son groupement qui sera utilisé. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il met un QR code, celui qui convoque met un QR code dans la convocation et ça sera son outil de visio. Chaque expert RC, pour répondre à la question d'Olivier tout à l'heure, devra s'astreindre. D'accord ? Donc, s'astreindre, c'est la FSE qui parle, ce n'est pas moi. Hein, chaque expert RC devra s'astreindre à informer par mail, dans les meilleurs délais, et pas le jour J, de sa présence sur site ou en visio. Il n'y a que quand on est convoqué à une expertise, on dit à l'assureur, enfin à l'expert qui nous a sollicité, je viens ou je suis en visio. D'accord ? Donc ça, c'est un élément nouveau, c'est une pratique nouvelle, c'est un acte nouveau qu'il faut intégrer dans les pratiques. Et la FSE préconise la mise en place d'un seuil maximum d'enjeux de 50 000 pour la visio. C'est-à-dire que la FSE pense raisonnable, à mes yeux c'est plutôt bien pensé, que les dossiers de moins de 50 000 puissent faire l'objet d'une visio-expertise. 50 000, c'est déjà beaucoup d'argent quand même sur le plan du principe. Mais pourquoi pas quand il n'y a pas de difficulté technique, quand il n'y a pas de difficulté sur les causes et circonstances, on peut très bien aller sur ces montants-là. Mais la FSE ne souhaite pas qu'on aille au-delà de ce seuil de 50 000 euros. Ça ne veut pas dire que tout à moins de 50 000 est compatible avec la visio. Ce n'est pas ce qui est dit. Par contre, on dit à plus de 50 000, c'est incompatible avec de la visio. Jean-Louis, j'avais quelques questions et je t'interromps. Oui. La première d'Olivier de la région Ouest. Donc certaines questions dont tu viens de répondre. Dernier point sur sa question, c'était le lien est-il valable quel que soit le nombre de tiers convoqués? La possibilité de faire une visio, quel que soit le nombre de tiers convoqués. Les sociétés d'expertise qui vont établir la convocation enrichie d'un QR code ont prévu la faculté qu'effectivement plusieurs assureurs ou experts se connectent en RC. J'ai peut-être oublié, alors je ne sais plus quand est-ce que, si je l'ai oublié ou si c'est après, mais je vous le dis, un assureur pourrait faire choix de participer sans expert à l'expertise. Il n'y a pas de souci. D'accord ? D'accord. J'ai un expert à nouveau, Pierre, dans la région Est. Je pose des questions, je ne suis pas sûr que tu puisses répondre, mais concernant la visio, outre une dégradation éventuelle de la satisfaction client, que fait-on lorsque nous sommes dans une zone où il n'y a pas de réseau? On va venir tout à l'heure sur la visio elle-même et lorsque on est en zone blanche, aller faire une visio à Saint-Amand-Montrond, je ne sais pas si vous connaissez, ou Saint-Doulchard, il est assez peu probable que ça fonctionne, ou ça va fonctionner puis ça va couper. Eh bien, on reprend les pratiques, on y viendra tout à l'heure, on écrira le dispositif. À nouveau, je pose une question de Pierre de la région Est, parce qu'il m'envoie plein de mails, donc il faut qu'il arrête, autrement ça sature mon écran. Pour ces problèmes d'organisation, ne faut-il pas aussi que les assureurs s'engagent à missionner rapidement, recevant la convocation au moins à 21 jours? Dans un monde idéal qui n'existe pas, pourquoi pas? Mais ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Ça serait bien, mais ça n'existe pas. Une dernière question concernant la visio de Ludovic, région Est. Est-ce que l'expert DAB peut être également en visio en cas de report? Il faut que l'expert DAB soit sur. Donc, il n'y est pas allé. Il y a un report. Il n'y est pas allé. Non, il faut que l'expert DAB soit sur place. D'accord. Autrement, c'est compliqué. Qui va manipuler Ça semble difficile. Ça semble difficile. Alors, la mise en cause d'autres parties. Donc, c'est ce qu'on appelle l'expertise de seconde ligne. Tout assureur ou partie convoqué. Donc, on a convoqué un assureur ou une partie peut demander à tout moment à l'auteur de la convocation, et vous n'avez pas, si on vous sollicite à cet effet, à juger de l'opportunité de mettre en cause une partie dont la RC pourrait être recherchée, ainsi que tout assureur intéressé.
Bien que vous avez convoqué un auteur A, tout va bien avec l'auteur A, et cet auteur A vous dit ben, il y a aussi B qu'il faut rechercher en responsabilité. On l'entend, et c'est ce qu'on va appeler l'expertise de seconde ligne. En revanche, lorsque vous êtes sollicité à cet effet, l'expertise initiale est maintenue. Il ne s'agit nullement d'un report. Vous avez convoqué A, vous allez à l'expertise avec A, qui sera là ou pas. Si A vous dit bah, il faut aussi convoquer B, vous allez être obligé, et vous ne jugez pas de l'opportunité de convoquer B. Donc l'expertise initiale est maintenue avec les personnes disponibles. Et si A vous dit il faut aussi convoquer B, vous convoquez B. B est présent le jour de l'expertise avec A. Tout va bien. Mais si B n'est pas présent le jour de l'expertise parce qu'il a été convoqué tardivement, parce que la demande qui vous a été présentée elle-même vous a été présentée tardivement, eh bien la partie B qui ne peut assister à l'expertise va pouvoir vous demander la mise en place d'une réunion de rattrapage du contradictoire. Qu'on s'entende bien, ça n'est pas un report. L'expertise initiale avec A est maintenue. En revanche, B, qu'on vous a demandé de convoquer, n'a pas pu être présent. Il va falloir organiser une nouvelle réunion dite de rattrapage contradictoire. Donc le texte conventionnel ne prévoit pas d'encadrement sur le délai et la forme. On dit simplement que cette nouvelle réunion, c'est bien une nouvelle réunion, c'est une réunion supplémentaire, va devoir se tenir dans les 10 jours après la date de l'expertise initiale, en présence de toutes les parties. Et si celles-ci sont d'accord, le rattrapage peut excéder les 10 jours. Et cette seconde expertise, puisque l'expert dommage était présent lors du premier, cette seconde expertise peut être in situ ou en visio. Donc l'expert dommage, à l'issue du premier rendez-vous, adresse aux absents une copie du PV, rédigée et signée sur place, et les éléments remis sur place. Donc ça, c'est nouveau, complètement nouveau. Ce n'était pas prévu par le dispositif conventionnel précédent. Donc vous convoquez A, A vous dit mais il faudrait aussi convoquer B. Très bien, vous convoquez B. A et B sont présents le jour de l'expertise se passe. B ne peut pas être présent le jour de l'expertise. On organise une réunion dite de rattrapage. On espère, en retenant cette tactique, entre guillemets, on espère gagner en efficacité par rapport à ce que l'on faisait avant. Alors, la réunion elle-même, quoi de neuf sur le sujet? Alors, l'expert dommage, vous voyez, il est sur place. L'assuré, il n'est pas tout seul. Il n'est pas chez lui tout seul avec deux experts qui sont chacun dans leur cabinet ou dans leur voiture. On a bien l'expert dommage présent sur place à la date et au jour prévu. Pour mémoire, alors ça peut faire sourire, mais pour mémoire, le passage en différé équivaut à une absence, que l'on passe avant ou que l'on passe après. Ah, je ne suis pas disponible à 14 h pour ton expertise, je vais passer à 10 h parce que je suis sur la route. Non, tu passes à 14 h. Bah, je ne peux pas, je passerai donc à 18 h. Non, tu passes à 14 h. D'accord? Donc on souligne à nouveau, c'était le cas précédemment, que le passage en différé équivaut à une absence, que l'expert ou l'assureur RC a la faculté de participer in situ ou en visio à son choix, et on se rappelle qu'il a informé l'expert dommage, je viendrai sur place, je traiterai en visio. Et si les conditions, pour répondre à la préoccupation d'Olivier tout à l'heure, techniques, quand je dis technique, c'est on est en zone blanche, la visio ne fonctionne pas. Eh bien, si les conditions techniques sont défavorables, on organisera, l'expert dommage organisera un nouveau rendez-vous sur place dans les 10 jours. Mais l'expert dommage qui est là, il poursuit ses opérations d'expertise. Il ne dit pas à l'assuré, bah, je suis en visio avec mon confrère, mais la visio, ça ne marche pas chez vous, donc on annule tout, et puis je reviendrai, j'organise un nouveau rendez-vous. Non, il est sur place, il procède à ses opérations d'expertise, il fait son travail sur les causes, l'origine, le chiffrage, qui seront validés simplement, contradictoirement, par la suite, bien sûr. Et l'expert met en place, si nécessaire, les mesures conservatoires. Il ne dit pas bah, on arrête tout, je reviendrai avec mon confrère. Non, non, je fais mon travail d'expert, cause, origine, chiffrage, et je mets en place les mesures conservatoires. Et il est précisé que si plusieurs réunions sont nécessaires, elles peuvent se tenir in situ ou en visio, ou éventuellement dans un tiers-lieu s'il s'agit de travailler sur les éléments de réparation et leur chiffrage. Exemple, il vous reste juste des éléments de chiffrage à évoquer avec votre confrère. Vous êtes allés sur place tous les deux. Vous pouvez très bien faire ça dans votre cabinet. Ça se pratique déjà. On ne fait que formuler quelque chose existant déjà. Quelques questions encore. Une question d'Étienne, région Île-de-France. Bonjour. L'expert dommage n'ayant pas eu de confirmation de la présence de l'expert RC, doit-il par défaut lancer le lien visio pour bien confirmer l'absence du confrère?
Alors, il lance pas le lien visio. Il a porté le lien visio, enfin, à mes yeux, il a porté le lien visio dans la convocation. S'il y en a un qui lance le lien visio, c'est l'expert RC. Parce que s'il lance le lien visio et qu'il n'y a pas d'expert RC en visio, ça ne sert à rien. C'est l'expert RC qui prend la main sur le code scanné pour se connecter. Il n'y a personne, il n'y a personne. Ok. Alors, s'il lui a dit « je serai en visio » et qu'il n'est pas là, ce n'est pas la même chose que s'il lui a rien dit. Mais bon, l'intelligence de la situation peut peut-être te conduire à appeler le confrère en disant tu m'as dit que tu étais connectable en visio, et qu'est-ce qui se passe? Une autre question de Martin de région Loire-Atlantique. Un assureur RC en non garantie pourrait donc ne pas missionner d'expert et se présenter en visio pour faire valoir sa non garantie. Tout à fait, tout à fait. La visio est ouverte à l'expert RC ou à l'assureur RC, ou les deux d'ailleurs. C'est bon? C'est bon, après il y aura une question sur la régularisation technique du PV, mais je pense que tu vas en parler. Alors, imaginons que vous êtes à l'expertise et l'auteur que vous recherchez en contradictoire, vous n'aviez pas ses coordonnées d'assurance. Vous vous rappelez comment ça se passait précédemment? Madame Michu n'a pas communiqué les coordonnées d'assurance. Le jour de l'expertise, elle vous dit « je suis assuré chez tel assureur ». Qu'est-ce qu'on fait? On reprévoit un nouveau rendez-vous. Vous vous rappelez de ça? Eh bien là, on essaye de vous faciliter la tâche en disant si l'auteur que j'ai recherché en responsabilité communique les coordonnées de son assureur au plus tard la veille. Alors, ce n'est pas moi qui ai défini. Alors, pourquoi la veille? Pourquoi pas 3 jours? Pourquoi pas 2 jours? Parce que les rédacteurs de la Convention ont retenu jusqu'à la veille. Un report est organisé par l'expert dommage. Donc, si l'auteur que vous avez recherché en responsabilité, à qui vous avez dit « il est important de me communiquer les coordonnées de votre assureur », vous vous rappelez, dans la convocation, vous lui avez dit ça. D'accord? Il vous communique jusqu'à la veille les coordonnées de son assurance, vous êtes obligé de reporter l'expertise que vous aviez prévue. D'accord? C'est jusqu'à la veille, c'est-à-dire que si c'est le jour même, il vous dit « je suis assuré chez un tel », trop tard, le coup est parti. On est bien d'accord. Jusqu'à la veille, vous devez être tolérant. Après la veille, il n'y a plus de tolérance sur le sujet. Donc, c'est une modification pratique assez marquée par rapport à ce que vous réalisiez jusqu'à présent. En ce qui concerne la communication des éléments, c'est comme avant, il n'y a pas de changement. Au plus tard, le jour de l'expertise, vous communiquez les éléments en votre possession. Les devis, les marchés, les photos, le constat, que sais-je. Vous n'avez pas obligation de transmettre ces documents, par exemple, avec la convocation à expertise. On se rappelle qu'on y porte le montant prévisionnel des dommages, mais on n'a pas à agrémenter la convocation de toute une liasse de documents. Un confrère qui vous dirait moi, si tu ne me transmets pas les documents, je ne vais pas à l'expertise, c'est à ses risques et périls. Vous n'avez pas d'obligation de les transmettre avant. Alors, si vous avez en place un devis de 8 000 €, vous pouvez peut-être le lui transmettre, mais il n'y a pas d'obligation. On ne peut pas vous dire je ne viens pas à l'expertise si tu ne m'as pas communiqué les éléments. S'il le fait, c'est à ses risques et périls. Et puis, lorsqu'un expert RC est associé aux opérations d'expertise, on lui demande d'être actif. Alors, ça existait déjà dans la Convention. Hein. Être actif, 1, sur l'aspect de l'expertise portant sur les causes et circonstances. 2, être actif sur l'aspect de l'expertise portant sur les éléments de chiffrage. D'accord? Ça tombe sous le sens, mais ça va mieux en l'écrivant. On l'écrivait déjà avant. Mais on n'a pas fait grande originalité sur cet aspect des choses. Donc, après les opérations, donc là, on va passer sur le procès-verbal. Hein. Donc, après les opérations de recherche des causes et circonstances et ou d'évaluation, l'expert dommage, même s'il est seul, il n'y a personne en face, vous établissez néanmoins un procès-verbal d'expertise que vous rédigez sur place. Alors, ce PV peut être dématérialisé ou peut être manuscrit et vous y associez les personnes présentes physiquement ou en visio. Si nécessaire, un PV distinct est établi pour les causes et circonstances et un autre pour le chiffrage. Donc ça, c'est nouveau, entre guillemets, parce qu'on a pris l'initiative de le formaliser dans le dispositif conventionnel, mais dans les pratiques d'autrefois, ça pouvait déjà préexister. Et donc là, si vous êtes bloqué sur les éléments de chiffrage, vous faites le PV complet sur causes et circonstances, ou si sur les causes et circonstances, vous êtes bloqué, mais vous êtes toutefois en capacité de chiffrer, vous avez le droit de dissocier 2 PV si nécessaire. On n'a pas dit qu'on faisait 2 PV, on dit qu'on n'en fait qu'un, mais que par exception, lorsqu'on ne peut remplir que l'évaluation ou que les éléments de cause et circonstances, dans ce cadre précis, on peut établir 2 PV. Donc le contenu du PV est repris de la convention antérieure. Donc il y a toujours le paragraphe important, vous savez,
Tout élément relatif aux responsabilités et aux garanties n'est pas du domaine de l'expertise contradictoire, donc ça a été rappelé. Il est précisé quels sont les éléments propres au rendez-vous, à quelle date, qui était présent, qui était absent, quelles sont les circonstances et les causes. On décrit les dommages imputables au sinistre, les pertes indirectes en dissociant, comme par le passé, les forfaitaires et celles sur justificatif. On formalise les accords des personnes qui sont présentes à l'expertise, on formalise les désaccords des personnes présentes, on enregistre on rédige ou on formalise les observations et on précise également que l'auteur éventuellement a refusé de communiquer les coordonnées de son assureur. On n'oublie pas de le faire. C'est important parce que quand on va parler d'opposabilité tout à l'heure, l'opposabilité va justifier qu'on puisse dire j'ai convoqué monsieur Untel, il ne m'a jamais communiqué les coordonnées de son assureur, donc je ne pouvais pas inventer l'assureur à qui adresser la convocation. Et puis c'est une petite coquetterie. L'évaluation des dommages, précédemment, vous vous rappelez qu'il fallait la faire porter hors taxe et TTC. Et bien là, en fonction de l'assuré avec lequel vous êtes en expertise, et bien vous utilisez ou le hors-taxe s'il récupère la TVA ou le TTC en fonction de la situation de l'assuré. On n'a plus à formaliser des évaluations et hors-taxe et TTC. Bon, j'appelle ça une coquetterie parce que bon, c'est relativement mineur. Olivier ? Oui, j'ai deux questions. La première de Maxime, région PACA. Si on doit mettre en cause un autre tiers dont on a connaissance le jour de l'expertise et que l'on convoque à 10 jours, doit-on rédiger un PV au sortir de la réunion contradictoire, de la première réunion? Oui, tout à fait. Et on doit même le transmettre à cette autre personne. Et donc, une question qui ressemble de Mathieu, la région Lille, de Lille, pardon. En cas de réunion de rattrapage, doit-on établir un second PV qui peut être, in fine, différent du premier? But du premier PV. Oui, si on a des éléments nouveaux qui justifient pleinement qu'on le modifie, qu'il s'agisse d'éléments complémentaires relatifs à la cause ou d'éléments complémentaires relatifs au dommage. Alors là, j'ai sélectionné quelques éléments du PV. Donc, vous voyez qu'on a les modalités d'expertise. Donc ça, c'est une rubrique nouvelle également, parce qu'on va sur cette rubrique porter le fait que l'on est soit en visio-expertise, soit en expertise sur place. Vous avez dans le PV également la rubrique les circonstances du sinistre, et vous voyez qu'on vous demande de décrire le sinistre, et j'ai surligné en vert qu'il y a des spécificités qui sont dans le guide de l'expert. D'accord. Donc, le guide de remplissage vous donne un certain nombre d'éléments. On en parlera le moment venu. On a une rubrique qui vous permet d'intégrer les témoins, d'accord, qui n'existaient pas précédemment. Il y a un cadre formalisant qu'il y a des témoins. On vous demande de remplir cause et imputabilité des dommages. Donc, le mot imputabilité est relativement nouveau au niveau du procès verbal. Le sens qu'il faut donner au mot imputabilité à ce niveau-là, c'est bien l'imputabilité au sens du lien de causalité. On n'est pas sur une imputabilité en raison de responsabilité. On est bien, c'est imputable au sinistre. On est bien sur des désordres en lien avec le sinistre. Les causes et imputabilité des dommages se déclinent en quelle est la cause, y a-t-il besoin d'investigations complémentaires? Donc on a une rubrique spécifique qui n'existait pas précédemment. Y a-t-il besoin de mesures conservatoires? Rubrique spécifique qui n'existait pas précédemment. Les observations des assurés, les observations des experts et les observations des assurés. Elles pourront être rendues opposables pour peu qu'elles soient formalisées dans un rapport d'expertise. Ensuite, vous avez un montant de dommages. Donc, choisissez un élément. Vous avez compris que c'est pour soit utiliser hors taxe, soit TTC, en fonction de la situation de l'assuré. Et puis, vous avez l'évaluation des dommages imputables au sinistre, qui emporte également une rubrique relative aux observations des experts ou aux observations des assurés. C'est plutôt pratico-pratique, mais si vous l'avez regardé, il est plus long, entre guillemets. Il y a plus de rubriques que par le passé. Puisque je vous ai dit qu'il y avait possibilité de faire figurer ou nécessité de faire figurer les témoins, j'ai remis l'annexe qui figure dans la convention elle-même. Alors après, on peut se poser la question, mais à qui il revient? Est-ce que c'est à l'assureur d'obtenir les témoignages? Est-ce que c'est à l'expert? Vous voyez avec votre mandant, il n'y a pas de règle conventionnelle sur le sujet.
Ce qu'il faut plutôt retenir, c'est que on ne fait pas un témoignage sur une feuille volante comme ça, avec juste son nom et son adresse. Il y a quelques prérequis, hein, les références aux articles 200 à 203 du Code de procédure civile. Et puis, ces témoignages servent à l'établissement des circonstances et sont pris en compte s'ils sont mentionnés au PV. C'est-à-dire que ce sont des éléments qui rentrent dans l'aspect contradictoire dès l'instant où ils sont mentionnés au PV. Comme par le passé, les observations ou les désaccords doivent faire l'objet de commentaires. Alors, il est bien souligné que ces commentaires doivent être techniques et argumentés, ou argumentés d'ailleurs, et non pas de simples oppositions de principe. Je signe pas, je ne suis pas d'accord avec toi. Avec ça, on est avancé. Je ne suis pas du tout d'accord avec toi, ou je suis partiellement d'accord avec toi, donc je ne signe pas. Donc là, il suffit de dire à votre confrère, ressaisis-toi. Tu es d'accord sur quoi? Ces éléments-là, très bien. Et tu es en désaccord sur quoi? Très bien. On va formaliser que tu es d'accord avec ces éléments-là, mais tu as le droit d'être en désaccord avec moi. Je n'ai pas la science infuse. Ce n'est pas un consensus. Si j'estime que ma position est fondée, qu'il s'agisse d'un problème d'évaluation, d'un problème de cause et circonstances, je peux admettre que la tienne ne soit pas convergente avec la mienne. Et dans ce cas-là, on va formaliser le fait que tu n'es pas d'accord. Mais ce que l'on demande, ce n'est pas je signe pas, tu as une sale tête, elle ne me revient pas. C'est je signe, je ne suis pas en accord et je vais te dire pourquoi techniquement et l'argumenter. D'ailleurs, c'est important parce que faute d'argument, ces contestations les désaccords de votre confrère seront inopposables. Comme toute mention, désaccord total ou désaccord partiel. Ça ne sert à rien. À la limite, votre confrère a écrit ça, tant mieux pour vous. Tout lui est opposable. Alors, on ne va pas jouer ce jeu-là. On a le droit d'être intelligent dans la situation. Et il vaut mieux essayer de clarifier et dissocier quand vous êtes en difficulté avec quand un confrère est en difficulté plutôt avec vous, c'est d'isoler ce qui va bien. On formalise qu'on est en accord sur tels éléments, et puis on formalise à l'inverse que l'on n'est pas d'accord sur tel ou tel autre. Ce n'est pas une maladie honteuse de ne pas être d'accord. L'objectif n'étant pas de consensus à tout prix. Et seule une personne présente, qu'il s'agisse d'une personne physiquement présente sur place ou en visio, peut formuler des observations. Et les observations après passage en différé sont irrecevables. Après l'heure, c'est plus l'heure. Tu es là en visio, tu es là sur place, on a le droit d'être d'accord, d'être en désaccord. Mais je suis repassé à 18h après l'expertise de 14h parce que je n'ai pas pu venir. Trop tard, le coup est parti. D'accord ? La signature du PV. Alors, tous les présents, qu'il s'agisse des présents physiquement ou des présents participants en visio-expertise, y compris l'expert et d'éventuels responsables, doivent signer. La signature du PV peut se faire par tout moyen, sur tablette, in situ, par exemple, ou sur un PDF en visio. Donc, les rédacteurs de la Convention ont renoncé à mettre en place un système de signature électronique avec je t'envoie un lien, etc., comme on peut l'avoir avec certains organismes bancaires ou autres. On est vraiment sur du flexible, du pratico-pratique. Et puis, en revanche, comme par le passé, le refus de signature emporte les règles d'opposabilité. Il y a qu'un confrère qui vous dit « je ne signe pas », on essaye de comprendre pourquoi. Pourquoi, Gilles, tu ne veux pas signer mon PV? Tu n'es pas d'accord avec moi sur quoi? Sur tout. C'est compliqué. Sur tels ou tels éléments, eh bien, on va formaliser ton désaccord sur tels éléments. Au contraire, on va objectiver ta position qui a le droit d'être différente de la mienne. Et puis, une fois que le PV est réalisé, et on le réalise sur place, hein, c'est pas moi qui le dis, la Convention souligne que le PV est à rédiger sur place. Un exemplaire est adressé immédiatement par mail aux personnes présentes ainsi qu'aux absents convoqués. Le mot immédiatement, je l'ai ajouté la semaine dernière, il y a 10 jours, suite à la présentation qui a été faite par France Assureur et GCA en réponse aux questions qui avaient été posées au mois de février ou mars. Hein. Donc on dit bien c'est immédiatement. C'est pas je te l'envoie à J+2 ou à J+3. Je le fais immédiatement. En fait, vous êtes, j'espère pour vous tous, équipés de machines merveilleuses qui doivent vous permettre, si le PV est rédigé sur place, d'appuyer sur un bouton et de l'envoyer. Enfin, ce n'est pas forcément très compliqué. Il peut y avoir des exceptions, bien sûr. Mais la règle est bien d'utiliser le PV dans ce dispositif. Jean-Louis, j'ai quelques questions sur le PV et sur l'opposabilité de Vincent, région Ouest, mais je pense que tu en parleras sans doute tout à l'heure. Quel est le montant maximum de l'opposabilité? On y vient plus tard. D'accord. Une autre question de Sarah Hauts-de-France. Bonjour, lors de la réunion de rattrapage, est-ce que les personnes présentes lors de la première réunion doivent être présentes à nouveau lors de cette deuxième réunion? Alors, elles peuvent être présentes à leur choix physiquement parlant.
ou en visio. D'accord. Une autre question de Ludovic, région Est. Si un agent est présent in situ pour le tiers responsable sans avoir ouvert de sinistre, l'expertise est-elle valable ou doit-on faire une expertise de rattrapage après convocation officielle de cet assureur non connu avant l'expertise numéro 1? Mais qu'est-ce qu'il vient faire si on n'a pas convoqué? Il a vu de la lumière. Non, mais il a pas de dossier, mais il est là. C'est parce que son assuré lui a dit, quoi. Il a accompagné un agent qui accompagne son assuré qui lui a été convoqué et ouais, c'est un peu tordu, mais on Alors là, répondra. j'ai pas de réponse conventionnelle sur le sujet, mais je pense que ça serait quand même mieux que de convoquer de façon officielle, mais c'est juste mon avis à moi. Une autre question de Philippe, région Aquitaine. Qui de quid de l'expertise avec un expert RC qui intervient sous franchise, type Enedis ou autre? L'expertise reste-t-elle opposable, les tiers ne signant pas les conventions? Non, c'est une convention entre assureurs. Okay. Alors, c'est pas parce que c'est une convention entre assureurs que si on la respecte scrupuleusement, on ne peut pas lui donner un certain sens contradictoire dans un recours que l'on présenterait. On ne peut pas dire je fais rien, je fais juste un truc sur une feuille blanche. Non, j'établis un PV, mais l'assureur, il n'y a pas d'assureur en face, donc ça n'est pas opposable. C'est, on le rappelle, une convention entre assureurs. J'ai une dernière question Oui. de Valentin, région Est. Comment l'expert RC en visio peut argumenter son désaccord s'il ne peut pas mettre d'observation? Alors, il ne peut pas mettre d'observation, mais l'expert dommage qui est aux manettes va enregistrer sous la dictée de l'expert RC ces éléments de désaccord si ils sont clairement exprimés. Je ne suis pas d'accord avec ton estimation sur le violon. Eh bien, l'expert RC, l'expert dommage va préciser que son confrère qui est en visio, on le saura que c'est en visio puisqu'il a coché dans le PV que c'était en visio, formule un désaccord technique argumentée sur un désaccord portant sur l'évaluation d'un violon ou une cause de sinistre, peu importe. Ouais. Désolé, j'ai quelques questions qui arrivent. De Jocelyn, région Sud-Ouest. À partir de quel délai le non-retour signé du PV envoyé à l'expert visio équivaut à un refus de signature? Ben, ça se signe instantanément normalement, hein. Donc on lui envoie. S'il est en visio, on doit pouvoir lui faire signer directement, hein. On devrait. Ça va être mis en place par les groupements d'expertise. Ça devrait être mis en place par les groupements d'expertise. Voilà pourquoi, sans doute, la FSE demande que ça soit un peu décalé dans le temps. Parce que cet aspect précis est dans l'article 3.2 de la Convention et n'est pas aussi mûr que les autres éléments qu'on a pu exposer précédemment. J'ai une question, mais qui regroupe un peu la même chose, de Viviane, région à Paris. Il est fréquent que les experts discutent la rédaction du PV et son contenu afin de parvenir à un accord, ce qui peut nécessiter plusieurs allers-retours lorsqu'il y a plusieurs responsables. Dans ce cas, il est fréquent de faire circuler un PV et de ne pas rédiger en séance. Comment la nouvelle procédure intègre-t-elle cet état de fait? À l'impossible, nul n'est tenu, mais la règle est bien, j'établis un PV sur place, sur les éléments sur lesquels je peux avancer. C'est la règle pour éviter justement les effets de bord qu'on a connus, ou qu'on connaît d'ailleurs précédemment. Une autre question toujours sur le PV de Lyon. Pour la signature du PV par l'ensemble des présents, vous désignez également les entreprises convoquées, les économistes, etc. Les économistes, ils sont là juste pour chiffrer, ils ne sont pas en responsabilité. Non, mais on dit qu'on fait signer tout le monde, tous les présents. Tous les présents, bah oui, tous les présents. Okay. Oui, il y a la liste de tous les présents et je l'ai fait. Alors si c'est le concierge qui a les clés pour ouvrir la cave où il y a eu le feu, on n'a pas besoin de la signature du concierge. Il n'est pas impliqué entre guillemets ou concerné par l'événement. Mais dans le principe, oui, toutes les personnes présentes signent. Alors pour les expertises en visio, la FSE a envisagé deux solutions. On y vient sur la signature. Soit le système visio utilisé par le groupement qui est à l'initiative de la visio, je vous le rappelle, permet la signature à distance, hypothèse merveilleuse. Donc l'expert dommage remplit intégralement le PV, y compris les réserves émises par l'ensemble des parties, Olivier, pour répondre à ta question, et la signature se fait donc par ce biais pour toutes les parties. Donc dans un monde où tout fonctionne bien sur le plan informatique, entre guillemets, eh bien, je note les points de désaccord des personnes présentes et je fais signer ceux qui ne sont pas là par mon outil de visio parce qu'il permet de le faire. Ou le système ne permet pas, le système visio du groupement dans lequel vous travaillez ne permet pas la signature à distance. Donc il a été retenu que l'expert dommage remplit
aussi l'intégralité du PV, y compris les réserves émises lors de la réunion par l'ensemble des parties, et doit transmettre son PV par mail aux confrères. Ces confrères doivent renvoyer le PV régularisé dans la mesure du possible le jour J de l'expertise contradictoire. Ça, ce sont des préconisations FSE. Attendons peut-être les éléments complémentaires que France Assureur nous donnera à la demande, suite à la demande que va formuler la FSE, je pense, dès cette semaine, je suppose, Olivier, qui ne vont peut-être pas attendre le 1er juin. Ça devrait partir dardard. Ça doit partir cette semaine, tout à fait. Donc, des points qui restent en interrogation sur la visio. On aura de la clarification dès que des décisions communes auront été prises par FSE, GCA et les sociétés d'assurance. Donc l'opposabilité, on y vient. Donc les constatations du PV, causes et circonstances évaluation sont opposables aux assureurs qui sont présents ou représentés, même en cas de refus de signature, c'est bien normal, ils sont présents ou représentés, donc les opérations d'expertise naturellement leur sont opposables, et si on les a convoqués et qu'ils ne sont pas venus, elles leur sont opposables aussi. Les points de désaccord, comme par le passé, font l'objet de discussions entre les assureurs. Si deux experts, ou plusieurs d'ailleurs, ne sont pas d'accord sur tel ou tel élément, on l'a formalisé dans le PV, chacun ayant pu, de façon technique, argumenter, soutenir sa position. Les assureurs, au regard des éléments qui auront été rapportés dans le PV, prendront une position sur tel ou tel point, s'ils arrivent à se mettre d'accord. Les observations de l'éventuel responsable seul présent sans son assureur doivent être consignées. Donc vous avez convoqué M. X, il n'est pas représenté par un quelconque assureur ou expert, il a des observations à faire. On prend note des observations qu'il a à formuler. Une expertise complémentaire, qu'il s'agisse par exemple d'une aggravation ou d'une évaluation de perte d'exploitation, ne remet pas en cause le contenu des précédents PV opposables. Et puis, puisqu'on faisait à l'instant référence au point de désaccord, les assureurs ont intégré de façon plus marquée que par le passé la possibilité d'utiliser la tierce expertise. Donc, ça sera après, pardon. En termes d'opposabilité, tout à l'heure, il y avait une question. Alors, quels sont les montants? Donc, les sinistres sont distingués selon leur importance. On est toujours hors taxe, comme à chaque fois qu'on parle des conventions, on est hors taxe. Donc, on va dissocier. Vous vous rappelez qu'aujourd'hui, on avait quelque chose à combien? 32 000. Aujourd'hui, demain, on sera à 50 000 avec deux situations où on est à moins de 50 000 ou on est à plus de 50 000. Alors, à moins de 50 000, c'est d'une efficacité redoutable parce que les conclusions du PV d'expertise sont opposables à l'assureur non convoqué, faute d'identification dont l'assuré a été convoqué. Si vous faites le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque quelqu'un refuse de vous communiquer les coordonnées de son assureur, il est quand même assez malin d'aller l'intégrer dans le PV, parce que si l'on est sur un dossier de moins de 50 000 €, on pourra légitimer le recours contre cet assureur en lui disant ton assuré, il ne m'a jamais donné les coordonnées, pour peu qu'on le trouve à terme, cet assureur. Donc, opposabilité quasi automatique pour les moins de 50 000. Pour les plus de 50 000, c'est inopposable pour l'assureur non convoqué, ni présent, ni représenté. D'accord ? C'est un peu un copier-coller de ce que l'on a avec la ligne aujourd'hui à 32 000. Il n'y a pas de grande originalité. C'est bon pour vous? Alors, comme je vous le disais, on a fait une part plus belle à la tierce expertise que celle qu'on lui avait très modestement accordée précédemment, parce que précédemment, on disait simplement si les assureurs ne sont pas d'accord, ils peuvent mettre en place une tierce expertise. Aujourd'hui, dans cette convention, on a formalisé ça de façon beaucoup plus marquée, et on peut à ce titre considérer qu'il s'agit d'une vraie nouveauté. Donc elle est plus précisément traitée en cas de désaccord, qu'il s'agisse d'un désaccord alors, et sur les causes et circonstances et sur l'évaluation des dommages, ou un désaccord sur l'un ou l'autre de ces éléments, ou une partie de ces éléments. Les experts, qu'ils soient sur place ou en visio, peuvent inviter, selon les modalités du cahier des charges, leurs assureurs à solliciter l'avis d'un tiers expert. Donc vous êtes en désaccord avec un confrère, vous formalisez votre désaccord dans le PV, et lorsque vous envoyez le PV et votre rapport à votre assureur, vous pouvez l'inviter, si vous pensez que c'est une bonne technique, une bonne tactique, l'inciter à, plutôt que de partir en judiciaire, très long, très coûteux, et pas forcément avec les techniciens les meilleurs de la planète, vous ne le direz pas ça, hein. On peut peut-être se dire, entre gens raisonnables, nous assureurs, puisque nos experts n'arrivent pas à se mettre d'accord, eh bien moi, assureur dommage, je vais te proposer 3 experts sur lesquels tu vas en choisir un,
Et puis on va donner à cet expert une mission de tierce expertise en lui fixant les points d'accord, les points de désaccord, un délai attendu. Il va réaliser son expertise, il va produire un rapport, on s'interdit de le contester. Et puis les honoraires de ce tiers expert, on les partage en deux. Donc c'est une modalité normalement pratico-pratique qui était très peu utilisée précédemment dans l'ancienne convention. Alors on en parlait pourtant, mais on ne la déclinait pas comme elle est déclinée aujourd'hui. Donc là, les experts vont choisir d'un commun accord. Un protocole est établi à cet effet par les assureurs et on rappelle que le tiers expert va procéder à une expertise, il va convoquer les personnes concernées, produire un rapport écrit et les assureurs s'interdisent, lorsqu'ils se lancent dans la tierce expertise, ils s'interdisent d'aller au-delà. C'est-à-dire que si l'expert, tiers expert dit c'est Gilles qui a raison, bah Olivier, tu as tort. Et ton assureur ne pourra pas dire ah bah, si j'avais su, je serais parti en judiciaire parce que bah, trop tard. C'est une décision qui s'impose aux assureurs de façon définitive. Donc je pense que ça va se développer plus que ça n'existait aujourd'hui. Donc là, bah, il y a un protocole. Donc ce n'est pas vous qui l'établissez. Hein. C'est l'assureur à qui vous dites ça serait peut-être une bonne idée de partir en tierce expertise. Il va rédiger cette annexe qu'il va adresser au tiers expert avec les faits, les points d'accord, les points de désaccord. Et le tiers expert va prendre les points de désaccord et trancher le différend opposant l'expert dommage et l'expert RC. Des points. Jean-Louis, oui. je t'interromps sur la tierce expertise. J'ai une question de Bruno, région Île-de-France. L'assureur RC peut-il refuser la tierce expertise? Alors, c'est un protocole d'accord, c'est-à-dire que les assureurs doivent être d'accord pour partir en tierce expertise et s'éviter ainsi une judiciaire. Donc, si un expert RC est fermement attaché à ce que un assureur RC refuse absolument la tierce expertise pour des raisons qui lui sont propres, eh bien, il n'y a pas de tierce expertise. Il prendra d'autres voies, par exemple une expertise judiciaire. Le tiers expert doit-il trancher d'Olivier, région Paris, le tiers expert doit-il trancher pour l'un ou l'autre ou peut-il avoir un avis différent des deux experts? Il peut avoir un avis différent. L'objectif, c'est pas de dire les maillots rouges ont gagné, les maillots verts ont perdu. Si les deux sont à côté de la plaque, lui va trouver la bonne solution. Ok, parfait. J'avais des questions qui revenaient sur l'opposabilité, ce que tu disais tout à l'heure, donc je vais quand même te les poser. Région Est, quid de l'opposabilité à l'assureur RC convoqué, mais non présent, non représenté aux opérations en cas de sinistre supérieur à 50 000 euros? On ne peut pas faire comme si tout allait bien. Et là, on dit à son mandant, on est sur un sinistre à plus de 50 000, je n'ai pas pu convoquer l'assureur, il est non présent, non représenté. Qu'est-ce qu'on fait? La convention ne règle pas le sujet. Elle dit simplement, si j'applique ma convention, ça ne sera pas opposable conventionnellement à l'assureur. Alors après, on pourra judiciairement peut-être exciper du caractère contradictoire des opérations d'expertise, mais ce n'est pas une réponse conventionnelle. Autre question de Dominique, région Rhône-Alpes. Le seuil d'opposabilité inclut les dommages aggravants et la PE avec un second PV. Donc j'imagine s'il y a des aggravations de dommages et qu'on sort du seuil de 50 000 euros. Recommence, je n'ai pas compris. C'est compliqué la question. Le seuil d'opposabilité des dommages aggravants et de la PE, y a-t-il un second PV? En gros, s'il y a des aggravations de dommages. Si on reste dans l'enveloppe de 50 000, tout va bien. Si on sort de l'enveloppe de 50 000, on n'est plus sur l'opposabilité dite automatique à moins de 50 000. Ça te va? Ouais. Et dernière question de Ludovic, région Est. Il n'y a donc plus de seuil d'inopposabilité en cas de présence et représentant de toutes les parties à la contradictoire. Recommence. Il n'y a plus de seuil d'opposabilité. D'inopposabilité. Ah bah, si les gens sont présents, non? Quand les gens sont présents. Quoi. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Alors la Convention, là, reprend des dispositions que vous connaissez déjà, hein, puisqu'elle rappelle que l'expert dommage peut prendre des mesures conservatoires d'urgence. Bon, ça, vous n'avez pas attendu la Convention pour le faire, mais elle souligne que vous pouvez le faire. Qu'il s'agisse d'assèchement, de bâchage, d'étaiement, de fermeture provisoire, vous avez les mains libres pour prendre des mesures conservatoires adaptées. Vous avez la faculté, évidemment, en qualité d'assureur dommage, de mettre en œuvre des opérations de décontamination. Il faut pour autant être attentif à la conservation
des éléments de preuve, ça existe déjà dans la Convention. Il n'y a aucune originalité, hein. Donc, on reste attentif à la conservation des éléments de preuve. Et puis, lorsque vous mettez en place des mesures de décontamination, comme aujourd'hui, l'expert RC est interdit en tout cas de contester et le bien fondé des opérations que vous avez jugées opportunes et le montant de la facturation si vous l'avez validé. Rien de nouveau. On est d'accord ? Elle reprend également des dispositions relatives à l'évaluation des dommages subis par un véhicule terrestre à moteur, avec des références à la convention IRSA, si ça fait moins de 600 ou 850, plus de 6500 et autres. Bon, vous n'êtes pas a priori assureur automobile, ça se serait? Si? Il y en a qui font de l'auto? Non? C'est bien. Et on y a juste intégré un dispositif relatif aux véhicules confiés à un professionnel, à un garagiste. Si ça vous intéresse vraiment, moi ça ne m'a pas intéressé. Donc si vous me posez une question, je vous dirai, je n'ai pas regardé. Ça ne veut pas dire que je ne regarderai pas, mais je n'ai pas pris le temps de regarder ce qui était prévu, parce que tout comme vous, je ne fais pas d'automobile. La responsabilité d'un tiers non professionnel à l'immeuble dans le cadre d'IRSI, vous vous rappelez que vous avez la faculté de mettre en place une expertise contradictoire avec un RC non le fils de la voisine, enfin l'ami de la voisine qui n'habite pas là est venu à occasionner un dégât des eaux dont votre assuré est victime. Il s'agit d'un dossier IRSI tranche 2. Si vous n'êtes pas d'accord sur les causes et circonstances de l'événement, vous avez la faculté de mettre en place une expertise contradictoire dont le seul objectif sera de faire le point sur les causes et circonstances. Donc le PV sera rempli sur la partie causes et circonstances. Il y aura une grande croix sur évaluation des dommages. Ça existe déjà, c'est le titre 7 de la Convention d'aujourd'hui. Là, c'est repris, copié-collé, sans aucune originalité. Et puis, naturellement, il y a des dispositions spécifiques. Lorsque l'on est avec un véhicule terrestre à moteur impliqué suite à un incendie occasionnant des désordres à un bâtiment, eh bien, vous avez là encore une reprise des dispositions actuelles. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on conserve dans le dispositif, mais il y en a qu'on ajoute, et là, on arrive pratiquement à la fin, et donc on va ajouter quelque chose qui va nous éviter des problèmes lors d'actions en remboursement notamment. Ah ben, il n'y a pas eu de concertation, ton expert n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, moi j'aurais voulu qu'il fasse ci, qu'il fasse ça. Bah, toi, tu aurais voulu ça, mais moi, ce n'est pas mon mode de fonctionnement en termes de concertation. Donc, pour éviter ceci, la Convention innove vraiment concernant les actions en remboursement et en contribution. Alors, tout d'abord, il va y avoir les sinistres de plus de 50 000 € ou les sinistres sur lesquels il y a un recours. Donc là, la règle, c'est je fais une expertise contradictoire. D'accord ? Donc on est bien avec une action en remboursement, que par exemple, à la suite d'un sinistre pour le compte d'un copropriétaire chez lequel j'interviens, qui veut absolument que ses parties immobilières privatives soient prises par son assureur. C'est un droit. Les conventions ne lui sont pas opposables. Je pourrais peut-être lui dire, mais l'assureur va les prendre en charge dans le cadre d'une convention d'assurance. Il va peut-être dire, moi, la convention d'assurance, je ne suis pas lié par cette convention. Donc, je souhaite que mon assureur prenne en charge mes parties immobilières privatives. Très bien, on peut le faire. Et la convention organise une action en remboursement qui permet à l'assureur, lorsqu'il a payé les parties immobilières privatives, de présenter sa réclamation à l'assureur de l'immeuble conventionnellement tenu. Au-delà d'un certain montant, il faut de la concertation. Donc, lorsque l'on est sur ces situations-là, je serai obligé de mettre en place une contradictoire s'il y a bien sûr un recours à exercer ou si, deuxième chose, le sinistre est à plus de 50 000 €. Donc, ce sont des conditions alternatives. L'une suffit. D'accord ? En revanche, si je n'ai pas de recours et que mon sinistre est à moins de 50 000 €, comment je peux présenter une action en contribution, s'il s'agit d'assurance cumulative, ou d'une action en remboursement? C'est toute la question. Vous payez sur un sinistre 7 000 € de partie immobilière privative chez un copropriétaire et vous voulez exercer une action en remboursement auprès de l'assureur de la copropriété. Comment faire? Eh bien, la Convention vous donne le mode d'emploi en graduant l'importance du sinistre et non pas du montant de l'action en remboursement. Quand on parle d'un montant de sinistre hors taxe, c'est bien du sinistre. D'accord ? Je peux avoir un sinistre à 32 000 € avec une action en remboursement de 1 500 €. D'accord ? Donc, c'est le montant du sinistre et non pas le montant de l'action. Alors, si le montant du sinistre est à moins de 1 600 € et que vous avez une action en récupération, par exemple, non, pardon, l'action en récupération n'est pas visée, excusez-moi. L'action en récupération n'est pas visée. Une action en remboursement ou une action en contribution. Eh bien, à moins de 1 600 €, l'assureur qui va être légitime à présenter sa réclamation, il fait comme il veut.
il peut présenter une action en remboursement avec un devis, avec une facture. Et l'assureur à qui il présente cette réclamation par ce moyen-là n'a pas à lui dire « Ah, il fallait faire une expertise ». D'accord? Il le fait comme il l'entend. Si en revanche, le sinistre est situé entre 1 600 et 5 000 euros, il faut nécessairement, pour justifier de mon action en remboursement, par exemple, présenter un rapport d'expertise. Ça ne veut pas dire que vous avez fait une expertise contradictoire, puisqu'il n'y a pas d'expertise contradictoire. Dans les petits éléments chiffrés du bas, là, il n'y a pas d'expertise contradictoire. D'accord? Donc, vous allez, hop, procéder à une expertise sur place ou en visio, et votre assureur va pouvoir présenter son action remboursement de 600 euros, 700 euros, 3 000 euros, dès l'instant où le montant du sinistre est à moins de 5 000 euros. D'accord? Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas en fait de concertation, puisque à moins de 1 600, je fais comme je l'entends, je te présente la note. Entre 1 600 et 5 000, je te présente le rapport de mon expert qui est allé sur place ou qui n'est pas allé sur place. En revanche, entre 5 000 et 50 000, et c'est là la nouveauté, l'assureur, je n'ai pas dit l'expert, l'assureur dommage va informer à la réception du rapport par lettre simple ou mail, en utilisant le document qu'on va voir dans un instant, l'assureur concerné par l'action en remboursement. Et que si vous êtes sur un sinistre à 40 000 euros, pour être vraiment dans la tranche 5 000, 50 000, et que votre assureur va bénéficier d'une action en remboursement de 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, ce n'est pas le problème, vous l'avez bien compris, puisqu'on parle de montant de dommages. Dans ce cas-là, vous déposez vos conclusions préliminaires ou définitives à votre assureur, et vous lui dites, comme on est entre 5 000 et 50 000, il faut que vous informiez l'assureur à qui vous allez présenter une action en remboursement, que vous avez une action en remboursement potentielle à lui présenter, et vous l'invitez à vous donner réponse sous 3 semaines pour savoir ce qu'il veut faire. Il veut faire rien, bien très bien. Vous présentez l'action, enfin votre assureur présente son action en remboursement, ou l'assureur peut prendre l'initiative de dire, puisque on est sur une action en remboursement située sur un sinistre entre 5 000 et 50 000, j'entends qu'un expert me représente lors d'une expertise contradictoire. Donc ce dernier va disposer, cet assureur qui va être informé par l'assureur dommage, va bénéficier de 20 jours pour demander à l'assureur dommage une contradictoire. Au-delà, aucune contestation ne pourra être admise. Donc vous voyez bien 3 niveaux. Petite action, petit sinistre, l'assureur fait comme il veut. À la limite, il ne vous sollicite pas. Entre 1 600 et 5 000, il est nécessaire que vous fassiez une expertise sur place ou pas sur place, et l'action en remboursement sera légitime sans être contestée, conventionnellement parlant. En revanche, sur un sinistre plus important, il faut que votre mandant, à qui vous dites qu'il y en a pour 40 000 de dommages et j'ai une action en remboursement de X milliers d'euros, eh bien, sollicite l'assureur conventionnellement tenu en lui disant « Olivier, j'ai une action en remboursement à vous présenter, j'ai un sinistre entre 5 000 et 50 000, qu'est-ce que vous voulez faire? Rien? Très bien, je vous présente ma note. » Ou alors, hop, Olivier, on ne la lui fait pas. Il dit, non, non, moi je veux une expertise contradictoire, donc on organise une nouvelle expertise contradictoire sans avoir à porter de jugement sur le bien fondé qui nous est, de cette demande de l'assureur. Donc là, vous avez, pour information, le courrier que va adresser votre assureur dommage, celui à qui vous avez dit il y a une action en remboursement sur un sinistre de plus de 5 000 euros, eh bien, votre mandant utilise cette annexe en disant qu'il s'agit d'un avis d'information, d'action en remboursement ou contribution. Ça marche aussi dans le cadre du cumul en contribution. D'accord ? Et on lui dit, vous disposez de 21 jours. Hein. On lui dit, le montant des dommages a été estimé à, donc on va être fatalement dans la tranche 5 000, 50 000. Et on lui dit qu'il va y avoir une réclamation conventionnelle, et donc qu'il a 21 jours pour demander une expertise contradictoire. Il saisit la balle au bon, vous faites une expertise contradictoire. Il ne saisit pas la balle au bon, votre assureur dommage sera légitime à lui présenter la réclamation. Alors, j'ai oublié une petite chose. Dans la petite bulle qui est en haut à droite, vous voyez que ces dispositions dont on parle concernant l'action en remboursement, l'action en contribution, s'appliquent dans le cadre d'une expertise contradictoire. D'accord ? Mais elles viennent aussi gommer ce qui existe dans la convention CITCOP ou dans la convention CITPIEC, c'est-à-dire que lorsqu'on est en CITPIEC ou lorsqu'on est en CITCOP, que nous avons une action en remboursement, par exemple, à présenter, on met en œuvre
les dispositions prévues dans cette convention. C'est que ce qui est prévu dans la convention, vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose, hein? Au-delà de tel temps de milliers, je dois informer. Mais informer comment? Au moins, là, je sais comment je dois informer. D'accord? Donc, tout ce qui concerne les actions, remboursements et contributions prévues dans SITCOP cumulative, SITPIEC, disparaissent au profit de ce dispositif conventionnel qui s'applique donc sur un plan général, mais également en SITPIEC et en SITCOP. C'est clair? Donc là, on a un peu, la nature ayant horreur du vide, on a un peu comblé le vide existant sur c'est quoi la concertation? Chacun en avait sa définition, puisqu'il n'y avait pas de définition conventionnelle. Donc au moins, on sait ce que l'on attend. On arrive à la fin, juste pour souligner qu'il existe un guide de remplissage. Je n'imagine pas un instant, qu'aucune ou qu'aucun d'entre vous réalise des futures expertises dans le cadre de cette convention sans avoir pris le temps de regarder ce qu'il y avait dans le guide de remplissage. Vous ne ferez pas de grandes découvertes, mais prenez quand même le temps. Ce n'est pas très, très important en termes de volume à lire, mais il rappelle le sens général de la démarche de l'expertise. Il précise que... Alors ça, c'est un point saillant que j'ai extrait pour vous l'intégrer ici. Ce guide de remplissage précise que l'expert joint au PV adressé à l'assureur dommage copie des justificatifs d'envoi et de réception des convocations adressées aux parties absentes ou non représentées. Sous-entendu, si j'ai convoqué et qu'ils étaient présents, je n'ai pas à absolument joindre les justificatifs d'envoi. C'est surtout nécessaire lorsque les personnes sont absentes alors qu'elles ont été convoquées. Il formalise des attentes concernant les circonstances sur un plan général, ainsi que les spécificités en fonction de l'événement. On va y venir, ce sera, je crois, la dernière diapo. Des rappels sont faits concernant les causes et l'imputabilité des dommages, ainsi que leur évaluation. Quelques précisions sur les investigations complémentaires finalisent le document. Alors, ce guide de remplissage n'est pas un document conventionnel. Ce n'est pas la convention. Ce qui est dedans ne s'impose pas à vous. En revanche, il n'est pas à exclure que certains assureurs intègrent les éléments de ce guide conventionnel dans les cahiers des charges, voire soit peut-être, pourquoi pas, plus exigeants sur certains aspects. Donc j'ai juste repris quelques mots que l'on trouve dans ce guide de l'expert pour le remplissage. Donc on souligne que l'objectif de la convention est de fixer un cadre garantissant le respect du contradictoire et de réduire les risques d'interprétation et conjecture lors des discussions sur les responsabilités. J'ai souligné que la conduite de l'expertise doit donc favoriser le règlement amiable du sinistre et que l'expertise doit être conduite avec objectivité et impartialité. Alors, dans le propos introductif, je faisais référence au code de déontologie. Il ressurgit ici quelque part, puisque vous devez être objectif, impartial, et pas mal de petites choses à côté. Donc, dans ce guide, on va donner notamment des informations sur l'incendie, l'explosion hors véhicule terrestre à moteur, sur les situations où un VTM est impliqué, sur le dégât des eaux, sur la tempête. Mais la partie la plus développée est la partie concernant le dommage électrique, où on vous parle de micro-coupures, de rupture de neutre, etc., de façon... c'est un technicien qui l'a fait, c'est un technicien expert, hein, je crois un technicien expert, c'est un expert en électricité qui a rédigé ces éléments-là. Et donc, peut-être, comme moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas un fanatique d'électricité, ça me fait plutôt peur, je pense que le vocabulaire qui figure dans le guide de remplissage vous permettra, si vous prenez le temps de l'intégrer, eh bien d'avoir une vision commune sur les problématiques électriques, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Dernière diapositive. Sachez que les sociétés de la FSE imaginent et se projettent sur une plateforme collaborative intergroupement qui pourrait voir le jour en 2025. Alors, on a le temps, hein, mais les sociétés d'expertise souhaiteraient évidemment que tout soit fluide dans le meilleur des mondes et que si on ne fait rien, ça va être compliqué. Donc en revanche, si on crée une plateforme collaborative, ça pourra vous aider. À titre transitoire, les sociétés d'expertise ont imaginé un fichier commun pour tous les membres de la FSE, reprenant divers éléments de contact en cas de difficulté, et où chaque expert s'engage à transmettre une confirmation de présence par mail avec modalité d'expertise retenue. Retenez-le ça, lorsque vous êtes intervenant en RC, vous devez dire à l'assureur dommage, je viens ou je ne viens pas. Je serai présent physiquement ou je serai en visio. La FSE sera attentive également au taux de visio-expertise des différentes sociétés. C'est-à-dire que chaque société d'expertise suivra son taux de visio-expertise. Comme je vous l'ai dit, l'ambition de la FSE n'est pas demain que vous soyez des experts assis. Il est que vous soyez des experts debout.
Donc, vous êtes des experts de terrain, donc il ne faudrait pas qu'on ait un ou des acteurs qui fassent 70% de leurs expertises demain en visio et que d'autres en fassent 3%. Donc la FSE suivra ces éléments-là. Les AR mails de convocation aux assureurs, je laisse un petit peu tomber puisqu'on l'a déjà évoqué et on a mis au placard provisoirement la convocation des assureurs par mail au profit exclusif de la lettre commandée avec accusé de réception. Et puis, lorsque j'ai fait ce document, ou refait ce document il y a 8 jours, 10 jours, j'ai intégré le dernier élément qui concerne la possibilité de définir une date à laquelle l'ensemble des convocations suivraient le même format. Et vous voyez qu'on fait déjà référence au 1er septembre 2024 ou 1er janvier 2025. C'est, pour revenir sur ce que disait Olivier, le courrier qui va partir de la FSE vers France Assureur et vers GCA, dont je ne connais pas l'impact réel, à savoir, on veut rien savoir et on part avec et vous faites avec. Hypothèse 1, pas exclure. Hypothèse 2, on vous a bien entendu et on met au placard, on a mis au placard la lettre recommandée, le mail recommandé le mail avec accusé de réception, pardon. Et peut-être qu'on met de côté également la problématique de la visio parce qu'il y a une difficulté sur les différentes modalités déclinées pratiquement chez tel ou tel acteur. Donc, suivez l'actualité. Si vous êtes membre de la CEA, vous serez informé quasiment en direct, parce qu'en général, on essaye de vous faire partager les informations qui vous arriveront aussi par des sociétés d'expertise, fatalement, dans lesquelles vous travaillez. Je pense que c'était la dernière, parce qu'il ne se passe plus rien. Donc on est à peu près dans le timing, Olivier, mais on peut prendre des questions. Il y a quelques questions qui sont arrivées entre-temps. Oui. Et sachant qu'il y avait un léger différé par rapport aux gens qui sont en région, on avait 40 secondes d'écart. Donc, des fois, il y a des questions qui arrivaient alors que la diapo était déjà passée. Donc, je vais revenir un tout petit peu en arrière, là, tout de suite, sur les actions en remboursement. Et une question de Sébastien de l'Est. Pour l'action en remboursement, cela ne va-t-il pas générer des problématiques lors de la signature des lettres d'accord sur indemnité si une réunion amiable contradictoire est organisée un mois après la signature de la lettre d'accord? Ça sera un problème exclusif des assureurs. C'est-à-dire que ce qui aura été promis, entre guillemets, aux assurés, il n'y aura pas de remise en cause puisque l'indemnité sera probablement payée un mois après. Par contre, il y aura peut-être un calage, mais c'est envisageable. C'est envisageable. C'est la même question de Pierre dans l'Est. Pour cette fourchette, on est d'accord de 5 000 à 50 000 euros. Cela signifie qu'un expert doit demander à l'assuré d'attendre les 21 jours avant de commencer les travaux. C'est la question qu'il pose. Sinon, l'expert de l'assureur conventionnel risque de ne pas avoir les dommages. Alors, cette question a fait l'objet d'une réponse de GCA et de France Assureur. Il appartient surtout à l'assureur, dommage, d'accompagner son assuré sur le sujet et pas à l'expert de se substituer à l'assureur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ce soit une charge supplémentaire de l'expert, que vous preniez la tête avec l'assuré au motif qu'il faut attendre 3 semaines, etc. Allez, encore quelques questions, puis on arrêtera, parce que c'est vrai que ça commence à être long. Je les pose Arnaud de la région PACA. Si les coordonnées de l'assureur RC sont données le jour de l'expertise par le responsable et que l'enjeu est inférieur à moins de 50 000 euros, le PV bien opposable à l'assureur RC, c'est la question. Doit-on renseigner les coordonnées dans le PV? Si le tiers les communique, on les renseigne. Mais on précise bien qu'il les a renseignés en séance, alors qu'il avait, vous vous rappelez, jusqu'à la veille pour le faire. Une dernière question sur ce sujet-là, Franck de la région PACA. Le délai de 21 jours prend naissance à partir du moment où l'assureur dommage a reçu le rapport et en informe l'assureur conventionnellement redevable. Si ce dernier demande une expertise, on peut se trouver dans une situation où l'assureur a déjà fait les travaux, mais c'était la même question que tout à l'heure. Excuse-moi, j'étais en train de la lire en même temps. Ok, une question d'Éric, région Est. Les ordres de mission ne mentionnent généralement pas la date de déclaration de sinistre. Les assureurs ont-ils prévu de bien mentionner la date de déclaration de sinistre dans leur ordre de mission pour que les sociétés d'expertise puissent s'organiser pendant la période de transition pour connaître quelle est la convention contradictoire à appliquer? Dans le principe, ils vous le diront. C'est-à-dire que si vous recevez une mission sur un sinistre du 3 juin, il n'y aura pas de difficulté, évidemment. Si vous recevez une mission relative à un sinistre du mois de mars, vous ne savez pas, si on ne vous le dit pas, à quel moment il a été déclaré. Il a peut-être été déclaré en mars, hypothèse 1, mais il a peut-être été déclaré le 3 juin, hypothèse 2, et en fonction de, ça pourrait changer les choses.
quelques questions, on est presque au bout, de Stéphane, la région Auvergne. Doit-on reconvoquer lors d'aggravation de dommages en respectant les délais initiaux, point d'interrogation, et les tiers qui ne sont pas présentés aux premières convocations? Oui, oui. La réponse est oui. Oui. D'accord. Et je crois qu'on est au bout. Tu avais plus ou moins répondu, mais je la pose quand même. Frédéric de la région Provence-Méditerranée. Si lors de la réunion, une seconde est prévue, doit-on faire un PV par réunion ou un seul à la fin Oui. de la dernière réunion, par exemple, si la détermination de la cause nécessite des investigations? Un PV par réunion, et on peut préciser, vous rappeler qu'il y a sur le PV une rubrique investigation complémentaire. Eh bien, on peut remplir le PV sur un certain nombre d'éléments, pas sur tout, mais on souligne alors dans ce PV qu'il y a des mesures, des investigations complémentaires. Une question que je n'ai pas posée tout à l'heure de Viviane de Paris. Un lien vers l'adresse de la visio est-il valable pour convoquer l'assureur RC? Ce que j'entends là-dessus, c'est que je crois qu'on avait dit pas de QR code, donc peut-être les sociétés qui n'ont pas de possibilité de mettre du QR code donnent un lien visio. Par défaut, mais enfin, les sociétés d'expertise qui n'auraient pas la faculté de mettre un lien visuel. J'imagine, c'est ça la question. Oui, par défaut. Par défaut. Mais l'objectif, c'est bien que ce soit un QR code, je vous rappelle, discret. Là, j'ai une question de Thomas de la région Bretagne. Quel est l'intérêt de mesurer le taux de visio par la FSE? Donc ça, je pense que la FSE souhaitant que vous soyez des experts debout, il est assez légitime qu'elle vérifie que vous ne soyez pas des experts assis. Donc le taux de visio correspondant à la situation d'expert assis permettra de voir s'il y a homogénéité des pratiques. Le bon taux, je ne le connais pas, le bontaux.com, ça n'existe pas en termes de visio. Ça sera peut-être 8% sur le marché avec des écarts de 6 à 9%, ou au contraire, ça sera 13% avec des écarts de 5 à 24%. Donc là, je pense que la FSE sera attentive à pourquoi chez l'un on est à 5%, pourquoi chez l'autre on est à 24%. Mais après, ça, c'est une question très FSE et pas en lien direct avec la convention qui ouvre la faculté de faire de la visio, mais ce n'est pas de la visio à tout crin. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà un petit moment. En tout cas, parfait. Je pense que c'était très intéressant à ce qu'a pu vous dire Jean-Louis. Je vous propose de le remercier quand même. Merci beaucoup pour... Et puis derrière moi, vous voyez les photos qui défilent, en fait, finalement, des autres personnes qui écoutaient l'intervention. Vous savez qu'il y avait évidemment des experts de la CEA, mais on avait également invité des experts de la CFEC. Donc dans certaines régions, il y a certains experts construction également qui sont présents. Donc voilà, les photos qui défilent. Région Île-de-France. Rhône-Alpes, ça, c'est nous. Bravo, Rhône-Alpes. Merci, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Un grand merci à Jean-Louis à nouveau pour cette brillante conférence. Voilà. Et on va peut-être continuer en Rhône-Alpes. Attends 2 secondes, Olivier, mais on peut peut-être quitter sur le national finalement maintenant. Merci beaucoup. On va arrêter la retransmission et rester dans nos régions respectives. Bonne journée à tous.